Pourquoi le podcast? C'est un format que j'aimais. C'est ce qui m'a, moi, aidé, et comme je disais au démarrage, à me former, etc., à me changer un peu mon mindset. Donc moi, c'est un format que j'aime bien. C'est un format qui prend pas beaucoup de temps. T'as vu, on peut discuter, faire des interviews, il y a peu de montage. Tu vois, les vidéos YouTube, c'est un gros investissement, donc ça me faisait un peu chier. Et le podcast, en fait, ça m'a permis d'avoir des clients, en fait, pas directement, parce que en fait, c'est des gens d'Instagram qui ont écouté mon podcast et pas des gens du podcast qui sont venus après sur Instagram. Bon, l'algorithme est différent, mais ça me permet de montrer exactement qui je suis, donner beaucoup plus de valeur dans le podcast, comme toi tu fais, j'imagine, que sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est assez limité de toute façon en temps, etc. C'est des petites infographies ou des petits trucs, c'est assez limité. Mais le podcast, je trouve qu'une personne qui t'écoute 45 minutes toutes les semaines, bah, t'augmente quand même les chances qu'à terme elle soit cliente, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai combien d'élèves qui sont venus de mon podcast? Il y en a beaucoup. Et c'est du contenu, tu vois, quand des gens commencent à me découvrir un peu, bah, je leur dis, vas-y, écoute ce podcast-là, parce que j'ai parlé de cette problématique-là. Ils l'écoutent, au bout de 45 minutes, bah, ils savent déjà, est-ce que ce mec-là, il est pour moi ou pas, tu vois. Ils vont vite comprendre, est-ce que je colle ou pas avec eux, tu vois. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Clément Bled, coach sportif online. Clément a un parcours atypique qui est très inspirant. J'ai adoré une nouvelle fois cet échange. Avec Clément, on a parlé de plein de choses passionnantes. Comment se lancer dans le coaching online, comment lancer un compte Instagram de zéro et l'amener jusqu'à plus de 100 000 followers aujourd'hui, comment créer des offres de coaching online irrésistibles, comment allier le business et les voyages, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Clément. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Clément. Salut Clément. Salut Andy, comment vas-tu? Très bien, très très bien. Alors, même chose, je resitue le contexte, c'est ce que je lui disais en off. On ne se connaît pas personnellement et c'est ça que j'aime bien moi, dans le podcast, c'est de découvrir un nouveau personal trainer. Et juste avant de démarrer, petite question pour se chauffer. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et où est-ce que tu es aujourd'hui? Yes. Donc moi, c'est Clément, petite présentation. Donc j'ai 32 ans, je suis coach sportif en ligne depuis, et coach même d'une manière générale sportif depuis 2021. Donc je suis assez récent, j'ai eu une autre vie entre guillemets avant où j'étais commercial. Et pour la faire courte, j'ai passé mes diplômes quand j'étais en Australie, donc on pourra revenir sur ça si tu veux. Mais en gros, moi j'ai pas le parcours classique entre guillemets du coach en France. J'ai tout fait à l'étranger et je me suis lancé directement en ligne dans mon activité. Aujourd'hui, donc, j'aide les hommes particulièrement à perdre du poids via un accompagnement donc, sur la partie sportive et alimentaire. Et je suis principalement actif sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram depuis 2 ans et demi. Donc, sur cette plateforme. Ce jeune homme a 100 000 abonnés sur Insta, je crois, j'ai vu récemment. Donc, Oui. félicitations. Il y en a plusieurs aussi que j'ai interviewés qui ont des cursus internationaux à l'étranger. Et ça, c'est cool. Le Clément, tout petit, c'était qui? C'était quelqu'un de sportif qui avait déjà une vision de vouloir créer des choses, d'être entrepreneur. Tu as eu une famille aussi qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours-là? Alors, c'est rigolo, mais ouais, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je suis ni sportif de base, ni voué à être entrepreneur de base, pareil. Ouais. À la base, voilà, je fais du sport en France comme tout le monde, foot, etc. J'ai fait 10 ans de tennis de table, mais en fait, j'ai commencé déjà à faire de la musculation et à voir mon corps changer en 2017, un truc comme ça. Ok, J'avais ouais, déjà donc c'est 26 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement les dates. Donc ouais, voilà, le sport, ça n'a jamais été ma grande passion en tant que pratiquant. J'en ai toujours fait, mais
jamais de façon aussi poussée qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est le fait que je me suis inscrit justement au CrossFit à un moment donné où j'ai eu un accompagnement avec des coachs et j'ai vu finalement que mon physique pouvait aussi évoluer, que je me suis vraiment intéressé à ça. Et puis après, quand je me suis expatrié en Australie, j'ai eu une opportunité, entre guillemets, de passer un diplôme de personal trainer. Et là, je me suis dit, bon, voilà, là, c'est tous les signes sont là. Il faut vraiment que je me lance parce que j'étais en quête d'une nouvelle carrière. Je voulais justement, pour revenir sur la partie entrepreneuriat, quand je me suis expatrié en Australie, j'ai fait une année sabbatique, entre guillemets, où j'ai quitté mon emploi salarié. Et mon but, c'était d'avoir un nouvel objectif dans ma vie et d'être plus libre, surtout géographiquement, où j'avais une grosse frustration à un moment de me dire, bah voilà, j'aime voyager, je peux voyager que 2 ou allez, 3 fois dans l'année et surtout sur des courtes périodes où finalement tu ne peux pas vraiment visiter un pays sur 2 semaines, c'est assez limité. Donc voilà, en fait, tout s'est aligné. Mon corps s'est transformé, j'ai commencé à aimer un peu le sport, à aider aussi les autres. Ça, c'est un truc quand j'étais à l'étranger, à force d'aider, quand j'allais dans des auberges de jeunesse, et cetera, d'aider d'autres personnes, d'autres nationalités surtout, c'était ça qui était cool, je trouvais, de s'entraîner tous ensemble, et cetera. Donc j'ai commencé à prendre goût un peu avec ça. Mais non, pour revenir à ta question de base, je n'étais pas sportif, j'ai commencé à l'être et mes parents sont fonctionnaires, quasiment personne dans ma famille n'est entrepreneur. Donc non, ça m'est venu finalement en écoutant des podcasts, comme potentiellement ceux qui vont écouter le nôtre aujourd'hui, en regardant un petit peu ce que faisaient les autres, que je me suis un peu imprégné de cette culture, mais à la base, je n'étais pas du tout voué à faire ça. Excellent. Bah, c'est bien, ça change, tu vois, du poste-là où beaucoup viennent justement par amour du sport, d'une activité ou autre. Donc ça, c'est plutôt aussi inspirant d'avoir aussi des personnes qui démarrent aussi sur le tard. Et ça prouve que Mmh. on peut, quand on est véritablement motivé et qu'on se donne les moyens de faire quelque chose, on peut avancer. Tu nous as Ouais. parlé rapidement de ta partie commerciale. Oui. Comment t'es rentré dans ce cursus et c'était quel type sur la partie vente qui doit te servir peut-être aujourd'hui? Enfin, tu vas nous dire tout ça? Ouais. Donc moi, j'étais en fait, à la base, même je travaillais chez Auchan pour te dire. Ouais. Je travaillais de nuit chez Auchan, j'ai fait une licence professionnelle pour être, manager de rayon, voilà et à terme directeur de magasin. Mmh. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et bon, les horaires, en grande distri et le rythme est très, très, très compliqué. Faut être extrêmement efficace, ce qui aujourd'hui me sert notamment dans mon travail à ne pas procrastiner, à faire les choses assez rapidement. Donc ça, c'est toujours important, je pense, d'avoir d'autres expériences dans la vie. Donc travailler vite, ça m'a appris ça et ensuite, étant donné que les horaires étaient extrêmement compliqués, c'était vraiment un mode de vie, pas facile de travailler de nuit. Je me suis mis de l'autre côté, donc j'étais commercial cette fois dans la volaille, parce qu'à la base j'étais, responsable du rayon volaille à Auchan, OK. complètement par hasard, hein. Je J'avais aucune affinité avec la volaille, ils m'ont mis là par hasard et puis finalement ça m'a plu. Hem Et donc j'ai travaillé pour Loué Le Gaulois qui est, bah, potentiellement le leader, en Mmh. France et voire européen de la volaille. Ça m'a beaucoup appris effectivement à être travailler de façon autonome surtout, parce que finalement mes journées avant c'était quoi? C'était d'aller sur la route, rencontrer des clients, préparer mes rendez-vous et finalement c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Alors je suis pas sur la route, mais je prépare mes rendez-vous avec mes élèves ou avec des prospects, je travaille en autonomie, j'arrive à m'organiser tout seul donc finalement ce cursus de commercial m'a quand même aidé aujourd'hui à être autonome parce que c'est vrai que quand on est coach en ligne, on travaille de façon autonome d'une manière générale et ça 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 m'aide, ça a ça m'a été aidé. ça a été ça a été difficile pour toi quand tu t'es lancé du coup, online et par rapport à c'est vrai que le fait de passer, du salariat où il y a des horaires, des choses et il y en a où, les coachs n'arrivent pas du tout à se gérer parce que, bah, bon, tiens, je vais prendre une matinée parce que, bah, demain je pourrais faire ça, je pourrais le faire et puis bon, la semaine est passée, mais c'est pas grave, il y a la deuxième semaine et puis tu vois que le temps Mmh. passe et que rien ne se fait. Ça a été dur pour toi ça? Ce basculement? Non, pas trop, pas trop parce qu'en plus j'avais pris une année entre les 2 où bah, une année «sabbatique» entre guillemets, mais j'ai quand même travaillé dans différents jobs en Australie, des jobs qui étaient pas faciles. J'ai fait du ménage, des trucs comme ça, des jobs un peu, voilà, qui permettent aussi de te remettre un petit peu, enfin de prendre conscience de certaines choses, on va dire et en fait, j'ai un peu comme certains disent, j'ai genre brûlé le bateau, c'est-à-dire que j'avais une mauvaise expérience, dans un des travails que je faisais et je m'étais un peu promis de ne jamais retravailler pour quelqu'un. Donc en gros, j'ai quitté le travail à Melbourne quand j'étais là-bas et j'avais un peu de saving, donc j'avais un peu d'économie, donc j'avais un peu je pouvais venir plutôt
Mais en fait, je me suis mis dos au mur quand j'ai lancé mon activité, ce qui fait que j'avais pas trop le choix de me dire oh bah je verrai machin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui font et du présentiel et du en ligne, et en fait c'est ça l'erreur selon moi, c'est pour ça qu'ils stagnent des fois dans leur activité en ligne, c'est parce qu'ils font les deux en même temps. Ils ont toujours leur truc à côté, ils se disent bon bah c'est bon, au pire j'ai mon activité présentielle, ça les rassure, mais du coup ils avancent pas aussi vite que quelqu'un qui se dirait, alors c'est un peu risqué des fois, mais je me lance à 100% dans le en ligne si jamais c'est l'envie de la Ouais, personne. ou c'est la même chose si je suis salarié dans un club, je donne quelques cours, je fais un peu de plateau, et puis en parallèle, tiens, bah, je vais essayer de tester le personal training. C'est vrai Hum. que dans la grande majorité des cas, alors pas tous, parce qu'il y en a qui ont besoin de cette sécurité pour pouvoir avancer et se prouver, mais effectivement, je suis un peu dans cette optique-là, dans la grande majorité, effectivement, le fait de ne pas avoir de plan B. Je viens de terminer aussi une interview avec deux frères qui sont head-trainers dans des Basic Fit et qui parlaient justement de voilà, ne pas avoir de plan B et simplement se concentrer sur le plan A, ça te permet d'être focus. Et du coup, bah, devant le fait accompli, tu as plutôt intérêt à te bouger, sinon c'est la merde. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Et du coup, comment toi, comment tu as amené justement à développer le coaching en ligne? Ouais. Alors moi, quand j'ai commencé le coaching en ligne, j'ai commencé aussi ma formation de coach d'une manière générale. Donc je faisais et mes cours de personal training, je crois que c'était 2-3 jours dans la semaine en Australie, et le reste du temps, je me formais en ligne. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé mon activité en ligne, je me suis formé auprès d'un formateur français, et du coup, c'est ça qui m'a aidé vraiment à me structurer pour éviter de partir dans tous les sens. Parce que j'avais compris quand même l'intérêt d'investir sur moi dès le début pour éviter de partir dans tous les sens et de me retrouver à faire 15 000 erreurs, etc. Donc c'est ça qui m'a aidé finalement d'avoir un cadre pour éviter de se poser trop de questions. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je vende des e-books? Est-ce qu'il faut que je choisisse les hommes, les femmes? Tu sais, tu te poses 15 000 questions au démarrage. D'ailleurs, il y a plein de coachs aujourd'hui qui me posent des questions, c'est assez marrant. Mais parce que oui, en fait, sans cadre, je pense que dans n'importe quelle activité, on est perdu et c'est normal. Donc, ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait accompagner dès le début. Je me fais encore accompagner régulièrement pour justement ne pas partir dans tous les sens et garder une vraie ligne directrice dans le business, quoi. Ouais, plusieurs choses. Le cursus australien, ça a donné quoi, ton expérience par rapport à ça? Comment tu l'as vécu, toi? Par rapport au fitness, tu veux dire? Ouais, par rapport à ce que tu as appris sur le personal training Ouais. et tout. Ouais. Bon, alors, de façon très transparente, à la base, les gens qui prennent la moitié des gens dans ma classe étaient là pour le visa, parce qu'à la base, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, cette formation, c'était parce qu'il me fallait un visa. Il fallait que c'était pendant le Covid, en fait, donc j'avais envie de rester en Australie, j'avais pas envie de rentrer en France. Et Ok. donc, il me fallait un visa et il me fallait des cours. J'avais le choix entre business, anglais, etc. Et quand l'opportunité de personal training est arrivée, je me suis dit, ah, là, ça colle. Donc, les cours, le problème, il est là, c'est que quand tu as la moitié des gens qui n'ont rien à foutre, qui viennent jamais, bah même les profs, qui étaient souvent des personal trainers aguerris, mais pas forcément des profs très compétents, on va dire, c'est juste un mec qui était coach, ils l'ont mis un peu prof, donc c'était un peu... Bon, c'était mitigé. L'avantage, c'est que ça m'a permis déjà d'apprendre pas mal de choses quand même. C'était en anglais, donc ça m'a vraiment permis aussi de sortir ma zone de confort. J'ai rencontré pas mal de gens intéressants. Aujourd'hui, on a peu qui sont coachs, je pense. Mais en tout cas, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai gardé contact avec certains, enfin surtout avec un prof qui lui est encore, il est manager d'une salle en Australie, et on a eu contact la semaine dernière. Il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que au-delà de faire les cours, j'ai pris des cours personnels avec lui, si tu veux, et c'est là où ça m'a vraiment aidé. Il m'a transmis vachement de connaissances, etc. Après, voilà, le fait que ce soit rattaché à un visa fait que l'expérience n'était pas extraordinaire, c'était assez décevant, c'était très théorique et en fait, personne n'était vraiment très C'était sur investi. combien de temps? En fait, c'était 3 jours dans la semaine et en fait, moi, j'ai fait le certificat 3 et le certificat 4. Donc certificat 3, c'est pour être groupe instructeur. Bon, en gros, c'est pour faire des cours collectifs, et le certificat 4, donc c'est en fait 1 an de chaque, je crois, mais après, tu peux le faire plus rapidement, ça dépend des écoles. Et du coup, en gros, je l'ai fait en 2 ans, si tu veux, un peu moins de 2 ans, je crois. Ok. Je crois que Kantarandis aussi, que j'avais, il Oui. a fait des études. Ouais, il a été, c'était en Australie et tout. Il avait dû faire C'est aussi ça. des études. Ouais. Mais ouais, il a fait ça aussi, le certificat 3 et 4, je crois. Mais après, il y a différentes écoles, c'est que des écoles souvent privées ou des trucs, enfin, c'est un peu différent en France. Donc, tu as différents formats, tu peux le faire 5 jours dans la semaine, ou tu peux le faire 3 jours. C'est très Ouais. différent de Ok. cadre, j'ai l'impression.
Et ce que tu as dit, ce qui est tellement important et que je pense la majorité des coachs ne font pas, c'est de se former encore plus même pendant que tu étais en train d'être en formation, donc c'est encore plus rare. Mmh. Ça t'est venu, enfin, pour toi, ça te paraît logique, mais c'est dû à quoi selon toi? Que investir, enfin, quand je le dis aux coachs, ils disent: «Ah bah oui, c'est normal», mais en fait, ils le font pas. Comment toi, tu expliques que c'était pour Ouais. toi une vérité, enfin, c'était normal Bah, de se faire c'est coacher? c'est vrai que c'est dur au démarrage parce que faut faire confiance à la personne, donc c'est forcément jamais évident. Mais quand on est coach, bon après un coach qui veut pas se former, qui lui-même propose entre guillemets «une formation» à ses élèves, c'est incohérent. Je veux dire qu'un coach qui veut pas se former, pour moi, il y a un problème dans le truc, mais bon bref. Mais au démarrage, c'est vrai que ça a été assez risqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos de YouTube de la personne. J'ai essayé d'écouter des podcasts, j'ai essayé d'écouter ce qu'il faisait, qui il aidait, les témoignages. Et le truc, c'est que vu que j'étais en Australie, j'étais loin de tout. En fait, j'étais tout seul. J'étais vraiment le seul dans mon délire. Et ce qui fait que, bah, en fait, c'était un peu un point d'attache où je me suis dit, bah, ça va me rassurer quand je me lance dans mon activité, euh, d'avoir quelqu'un qui me dise voilà quoi faire exactement. Donc, en fait, vu que j'étais tout nouveau dans l'activité, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai investi rapidement aussi. C'est parce que il y a beaucoup de coachs qui, je pense, alors, il y en a qui vont mal le prendre, mais par ego, je pense, il y a un gros problème d'ego d'ailleurs dans le coaching, mais vont se dire ouais, c'est bon, moi je connais, parce que j'en ai plein qui me disent ça, ouais, je connais, etc. Et au final, ils galèrent pendant des années, ou même ils abandonnent, parce que je sais pas quel est le taux d'abandon dans ce métier-là, mais c'est assez chaud de voir les gens, comment ils se lancent au bout de 2 mois, et puis après, ils n'arrivent pas à avoir quelques clients et ils arrêtent. Donc je pense que le fait d'avoir été tout nouveau, a fait que bah, j'avais pas le choix en fait, parce que je connaissais vraiment rien en fait. Je connaissais tellement rien que si j'ai tout seul, j'aurais pas pu en fait. Il y en a qui tout seul pourraient peut-être, en faisant pas mal d'erreurs, mais au bout d'un moment ils y arriveraient sans doute. Moi je pouvais pas du tout. Je connaissais rien, même pas le coaching, donc c'est venu naturellement si tu veux. Non, puis même le fait, tu vois, de payer le personnel trainer australien pour apprendre et tout, tu vois, quand moi je pose la question en formation ou autre, je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà pris des séances de personnel training, de coach déjà ah ben non, c'est trop cher et tout. Et là, je lui ai dit, mais en fait, tu es en train de me dire que tu ne veux pas payer un coach alors que toi, c'est censé être ton futur métier. Donc, ça serait bien déjà de voir un petit peu ce que c'est le coaching. Puis de deux, Ouais. si tu n'es pas en capacité de te dire que les X euros qu'il va te demander, ça va t'apporter quelque chose, ça va être très difficile ensuite pour toi de demander de l'argent, quoi. Tu vois, il y a toujours un gros problème avec cette notion d'argent et d'investissement. Bah, surtout les coachs débutants, effectivement. Enfin, moi, tu vois, à force, vu que ça fait un moment, j'ai eu quand même beaucoup de coachs qui m'ont contacté pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'investissement, ne serait-ce que pour investir sur une plateforme pour le coaching, enfin une application, un truc comme ça. Moi, je trouve ça abusé. Il y en a, ils veulent pas payer 15 euros par mois ou 20 euros. Et en fait, je pense que c'est un déclenchement mental. Une fois que tu as commencé à investir, à faire confiance aux autres et aux outils, après, c'est automatique. Tu investis un peu partout et tu vois que ça fait un rendement plus intéressant. Mais c'est vrai que si tu n'investis pas, il y a peu de chances que derrière tu grandisses aussi. Donc, je pense que c'est un cercle vertueux de l'investissement, mais faut oser rentrer dans ce cercle, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui, alors, mais sans parler effectivement d'investissement, d'accompagnement business qui peuvent effectivement se chiffrer un peu plus vite, mais ne serait-ce que effectivement des outils à 9 ou 19 euros ou 25. Mais ouais, mais tu n'aurais pas plutôt une solution gratuite? Ouais, mais là, mec, c'est un business que tu es en train de monter, tu vois, c'est pas une association. Donc, à un moment donné, oui, si tu veux des outils performants, pour que l'outil, enfin, les mecs qui ont construit l'outil puissent aussi réinvestir et puis développer la plateforme, il faut que ce soit payant parce que tout est gratuit, ça ne marche pas à un moment donné. Et Surtout que tu gagnes du temps en plus, avec en les outils, plus, généralement. comment se passe le début alors? Est-ce que tu te souviens de ton premier client? Oui. Ah bah, premier client, de toute façon, ça a mis du temps, hein, comme tout le monde, je pense. Je me suis lancé enfin, j'ai commencé à me former en mars. Mon premier client est arrivé en juin. Pour le coup, c'était un client gratuit, Mmh. hein. Je te le dis, pour la plupart, je pense que c'est ce qu'il faut faire même. Vu que j'avais 0 expérience, tu vois, il y en a beaucoup, ils se lancent en ligne et ils prennent des clients un peu du présentiel, ils le foutent en ligne, ils disent: «Ça y est, j'ai des clients en ligne». Bon, moi, je connaissais personne. Les gens Mmh. de mon entourage ne savaient même pas que j'étais coach. Donc, j'ai dû prospecter. J'avais déjà lancé mon compte Instagram dès le premier jour où j'ai lancé ma formation. Donc, j'ai vraiment pas attendu de me dire c'est pas le bon moment, nanani, nanana. Euh, Moi, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui attendent 10 ans avant de se lancer. Donc, moi, j'ai lancé dès le début, quitte à faire des infographies ou des réels tout pourris. Mais au moins, c'était lancé. Et du coup, j'avais fait un concours, je me souviens, c'était pour les 1000 abonnés où je faisais gagner un coaching avec moi.
Et l'idée, c'était de me faire la main, en fait, concrètement, mettre en place mon programme, le process, etc. Et je me souviens, ouais, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, c'était un très bon gars. Bon, il n'était pas aussi investi que c'était un client payant, évidemment, mais ça m'a permis de construire un peu le programme. Et finalement, un mois après, j'ai eu mes premiers clients payants, où évidemment, c'était compliqué, où le premier client, tu as l'impression que si c'est un échec, tu vas fermer, tu vas fermer boutique. Alors, si tu mets toute ton énergie avec ce client-là, tu as l'impression que c'est le client unique. Donc, du coup, c'est bien quand les gens se lancent dans le coaching, ils ont leur premier client, souvent, c'est là où ils donnent le plus, entre guillemets, d'aide, d'infos. J'étais tout le temps disponible, etc. Finalement, c'est pas extrêmement bien passé parce que il me donnait pas trop de nouvelles et je m'étais trop investi, je pense, émotionnellement avec ce client-là. Et ce qui fait que, bon, ça s'est pas très bien conclu, mais ça m'a donné confiance quand même pour les autres. Et puis, au fur et à mesure, un en amène 2, 3, 4, 5. Et puis, petit à petit, ça commence à construire un truc intéressant en prenant en expérience et puis surtout en comprenant les problématiques, finalement. C'est bien comme ça. C'est qu'en comprenant les problématiques de mes élèves, j'arrive ensuite à communiquer différemment sur les réseaux et ensuite en attirer d'autres. Donc, c'est tout un process, je pense. Tu étais toujours en Australie à cette époque-là, quand tu as démarré? Ouais, Ouais, j'ai fait en fait, l'école, ouais. j'ai fait 1 an, quasiment 1 an, un peu plus d'1 an, de mon activité quand j'étais en Australie. Donc ça veut dire décalage horaire, ça veut dire pas mal de contraintes, ça veut dire travailler, ouais, vraiment en décalé et finalement, ça s'est bien fait, ouais. Ouais, parce que pour toi, ouais, de toute façon, il n'y avait pas de compromis, c'était forcément un business online. Oui. Ouais. Oui, j'ai eu l'opportunité de coacher en présentiel, ils nous ont proposé plusieurs fois en Australie, hein, travailler en présentiel, mais en fait, je me suis dit: «Si je me lance en présentiel là-bas, ça va ralentir ma croissance en ligne». Parce que mon objectif de base, c'était d'être libre géographiquement. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi, c'était vraiment le cas et aujourd'hui, enfin voilà, je suis nomade depuis que je suis revenu de l'Australie d'ailleurs et voilà, donc je me suis dit: «Si je fais du présentiel, à quoi bon en fait?» Parce que je vais me retrouver encore bloqué. Alors, j'aurais pu faire 1 ou 2 expériences, je pense, pour me faire la main. J'en ai fait après avec des élèves en ligne que j'ai eu à Sydney, que j'ai rencontrés en présentiel, donc ça nous a permis de faire un peu de l'hybride et c'était sympa. Mais pour moi, ça aurait été un retour en arrière. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Là, ce que dit Clément, c'est hyper intéressant, c'est que quel que soit en fait le modèle que vous choisissez, il avait un objectif, quoi, tu vois. Et souvent, les coachs, ils partent sans réels objectifs, sans réelle vision de ce qu'ils veulent eux personnellement. Et c'est clair que toi, si ton focus, ou en tout cas ta vision à instant T, c'est de pouvoir être libre géographiquement, bah, c'est clair que ça va en contradiction si tu as un business physique, quoi. Donc, c'est important déjà de se cadrer. Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans quelle direction vous voulez aller pour effectivement avoir le bon business model. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qui était pas évident surtout, c'est l'entourage. Je trouve que quand on se lance, ce qui est pas évident, c'est l'entourage parce qu'à chaque fois, ils nous disent: «Oh mais» tu sais, ils demandent: «Oh comment ça va ton activité?» Tu dis: «Bon, bah, c'est le lancement, c'est pas évident». «Oh mais tu devrais le faire en présentiel. Oh en Australie, il y a plein d'opportunités, oh là, il y a bidule qui veut se faire coacher» et au final, tu as tellement d'appels à chaque fois, ils disent: «Ouais mais il faut faire ci, il faut faire ça» et je trouve qu'au démarrage, c'est vachement polluant et c'est pour ça que j'ai eu une chance dans un sens d'être en Australie quand même, j'avais mon Oui, entourage mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que quand tu même tu étais en Australie, donc tu n'as pas la pression de la famille et tout parce que ça aussi je le vois sur certains coachs où ça peut être la femme, ça peut être effectivement la famille et tout, mais qu'est-ce que tu fais et tout, alors que bon, peut-être que le fait d'être loin, tu as moins cette pression des gens que tu connais bien, quoi. Bah, tu es plus dans ta bulle, tu vois? Et en fait, mon entourage, «numérique» entre guillemets, c'était les coachs en ligne, c'était les youtubeurs, les ce que tu veux. En fait, c'était que des mecs qui étaient des entrepreneurs aguerris. J'écoutais des podcasts toute la journée, j'étais vraiment, le mindset j'essayais pardon de switcher mon mindset sur ça et donc ce qui fait que j'étais pas pollué effectivement par des gens alors c'est très méchant ce que je veux dire, mais des gens salariés qui finalement, eux, sont très terre à terre. Ils vont dire: «Ouais, mais du coup, tu pourrais travailler là, tu te ferais de l'argent et tout». Oui, OK, mais du coup, c'est pas ce que je veux de base. Même si je suis en galère un petit peu d'argent au démarrage, la première année en Australie, de toute façon, vu le coût de la vie, j'ai forcément, «vécu à perte» entre guillemets. Mais voilà, j'ai assumé et c'est ça qui m'a forcé à me foutre un coup de pied au cul, à bosser énormément sur les 6 premiers mois où j'ai réussi à construire un truc sympa, quand même assez rapidement, tu vois? Donc, comment on vit en Australie avec, voilà, avec un diplôme, un lancement de business online? Tu étais comment? Tu étais dans des auberges de jeunesse? Comment tu vivais? Alors, la première année, effectivement, c'était en auberge de jeunesse. Après, une fois que j'ai lancé mon activité et que j'ai fait mes cours, je me suis pris un appart,
comment on appelle ça, avec d'autres personnes, si tu veux, Ouais, OK. Une colocation. sorte de co-living ou autre chose comme ça? Enfin, Ouais, non, tout simplement, on apporte en colocation parce qu'en OK. réalité, à Sydney, surtout où j'habitais à Bondi Beach, donc pour ceux qui connaissent l'Australie, c'est quand même un des endroits les plus chers d'Australie, de OK. Sydney et d'Australie, parce que tu as la plage, parce que c'est super sympa, etc. Mais les loyers, c'est plus que Paris quasiment. Donc, OK. et le coût de la vie est très élevé, surtout depuis quelques mois. Donc forcément, j'ai pas eu trop le choix. Tu peux pas avoir ton propre appart, etc. Enfin, il faudrait gagner, je sais pas, 4 000 € par mois, je pense, et encore, pour pouvoir faire ce genre de vie. Donc, j'avais pas trop le choix. Et merde, je sais plus quelle a été ta question. Si, c'était, comment tu as vécu, voilà, comment tu Ouais. vivais ces 6 premiers mois, 1 an, Ouais, bah, c'est ça, hein. Au suite début, au au début, lancement? j'ai fait pas mal d'hostels, ils appellent ça, d'auberges de jeunesse, parce qu'au début, donc, je travaillais pas du tout, donc j'avais pas le choix. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et ça m'a aussi permis de savoir, parce qu'en fait, quand je suis parti là-bas, j'étais en quête de réponse sur moi, en fait, concrètement, hein. Je voulais savoir qui j'étais, ce dont j'étais capable, ce que je voulais vraiment dans la vie, hein. C'était un peu ça, tu sais, les gens qui partent en Australie, la plupart sont perdus, qu'on se le dise, parce qu'on on veut une nouvelle carrière, une nouvelle vie, on se pose plein de questions et j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, mais beaucoup de gens perdus, tu vois. Beaucoup de gens, ils arrivent en Australie, ils se mettent des mines tout le temps et voilà, en fait, ils passent un an, ils font que la bringue tout le temps, pourquoi pas, mais au final, tu reviens après en France et j'en ai plein d'exemples qui reviennent et ils font le même métier qu'avant, au final. Donc bon, moi, c'était pas mon cas, j'avais vraiment une mission, j'étais parti avec une mission. Je suis content d'être revenu en France après 2 ans et demi, avec cette mission accomplie, entre guillemets, de savoir ce que je voulais faire, ça, j'étais content. Et donc voilà, donc le fait de voir aussi des gens qui étaient à l'opposé de moi dans leur ambition, ça m'a conforté dans le fait que moi, je veux pas être comme eux. C'est un peu méchant, mais c'est ça. Je veux pas être comme eux, je veux pas être perdu et juste m'en foutre de tout. Et finalement, j'étais content de me dire, bon, bah, voilà, là, moi, je suis différent, je suis focus. Et j'ai rencontré aussi des gens focus, d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de gens, quand ils partent en Australie, surtout des plus âgés, au-dessus de 30 ans, généralement, parce qu'en dessous, souvent, ils sont juste là parfois pour faire la fête. Mais au-dessus de 30 ans, il y en a beaucoup qui veulent soit rester en Australie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont encore en Australie, d'ailleurs, qui font tout le process pour y vivre, etc., parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour le pays. Ou alors qui se sont dit, voilà, je veux me lancer en entrepreneuriat ou je veux lancer un projet. Il y a des gens dans ma classe, un Français d'ailleurs, qui voulait lancer un projet, donc il a eu le diplôme comme moi, un projet de container pour faire du sport dedans. Enfin bref, des trucs en rapport avec le sport, plein d'idées. Enfin, en Australie, souvent, c'est un peu comme aux États-Unis, j'ai l'impression, c'est que c'est un pays où tu te dis, bah, tout est possible. Tu vois, c'était un peu ça, moi, que je me suis dit en arrivant là-bas. C'est que même les personal trainers, ils gagnent bien leur vie là-bas, ils sont quand même bien vus. C'est un métier qui est assez gratifiant, je sais pas comment dire ça, mais Mmh. en tout cas, l'image d'un coach en Australie est différente de celle en France, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que ça donne envie, quand tu voyages notamment, tu te sens capable de faire plus de choses potentiellement que si tu étais resté dans ta ville ou dans ton village avec les mêmes gens qui te disent ça tu pourras pas, ça c'est trop compliqué, oui mais ça c'est difficile, machin, tu vois. Est-ce que tu as eu des moments de doute, où tu as douté de toi, de tes capacités? Oui, tous les jours et ça m'arrive encore, oui. Ouais, Ouais, bah oui, heu, oui, forcément. Forcément, c'est jamais évident quand tu as pas suffisamment d'argent pour vivre, ouais, quand tu as un client qui annule ou quand tu as un truc, oui, forcément la première année, je pense que tout le monde doute. C'est rare que le mec ou la fille, dès la première année, se dise: «C'est bon, mon activité roule, je suis serein». C'est assez rare quand même, je pense. comment tu fais justement, pour être, enfin, comment tu as fait pour être aussi résilient? Est-ce que tu as des petits tips que tu pourrais, partager du coup à ceux qui nous écoutent ou qui doutent? Est-ce que tu as des choses quoi, toi que tu fais régulièrement? Parce qu'on sait très bien que la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, il Mmh. faut faire avec, mais est-ce que toi tu as des choses qui te permettent justement de garder le cap? Moi, je pense que c'est la communauté. La communauté de coachs que je connais, le fait d'être dans des formations, encore une fois, on revient à ça, mais le fait d'être avec des gens qui te poussent vers l'avant. Alors même des fois, j'échange avec des coachs, même là, je suis en co-living ici en Australie, en Colombie, pardon, où il y a 2 coachs comme moi qui sont en ligne. Donc on a le temps d'échanger, on a le temps aussi d'échanger nos difficultés et je me rends compte qu'on pense tous pareil. On pense tous pareil, dès qu'on a des fois des petits moments de bad et cetera, on peut échanger. Je pense que c'est vraiment important de ne pas tout garder pour nous. Parce qu'en fait, l'activité de coach en ligne, elle fait beaucoup rêver. Je pense qu'elle est beaucoup idéalisée quand on voit notamment les témoignages des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. On se rend compte qu'en fait, ça, c'est une toute petite minorité. Déjà, la première étape, c'est de réussir à en vivre, déjà de calculer combien d'argent on a besoin, si tu veux, pour vivre en fonction de nos dépenses. Et une fois qu'on atteint ce premier cap, c'est vrai que déjà, on est plus serein. Et après, ça nous permet d'évoluer au fur et à mesure. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser trop polluer par les réseaux, etc., de voir
des énormes réussites, ce qui est bien, ça peut être motivant, mais ça peut être aussi un peu déprimant de dire putain, mais moi, ça fait 1 an que j'y suis et je gagne pas mes 5 000 € par mois, peut-être que je fais mal, etc. En fait, non, peut-être que c'est normal, et peut-être que la personne que tu regardes, elle a aussi mis du temps, mais ça, tu le vois pas, c'est peut-être 10 ans qu'elle est là, et donc tu vois, c'était un peu ça, c'était Ouais, puis d'échanger avec des coachs. il y a Pareil. aussi beaucoup de bullshit sur les réseaux sociaux, donc faut faire aussi Oui. attention à tout ce qu'on peut voir Ah bah oui, et sur, puis tu le vois bien. Les mecs, ils font une fois un bon mois, ils vont dire: «Ah, j'ai fait 10 000 € et après ils vont dire: «Ah, je fais 10 000 € récurrents». Non, en fait, tu l'as fait une fois et puis le lendemain tu as gagné peanuts, donc au final, à l'année, c'est pas forcément très rentable, quoi. C'était quoi l'image que tu avais du coaching en ligne, toi? Ah, j'avais pas d'image, en fait, je connaissais OK, pas vraiment. J'avais une mauvaise image des coachs, du coaching d'une manière générale. Quand j'étais enfant, j'avais pas une bonne image. OK. J'avais l'image du mec qui est là avec son chrono ou son téléphone, qui regarde le mec faire des trucs et qui s'en branle un peu. C'est un peu l'image que j'en ai et c'est parfois un peu vrai, malheureusement, mais je pense que c'est pas évident de coacher en présentiel. Ça doit être certainement un peu rébarbatif pour certains, en tout cas, je ne sais pas. Mais comme dans toute façon, il y a des bons et des moins bons, bref. Mais sur le coaching en ligne, j'avais pas vraiment, je savais pas trop, en fait. C'est juste, j'ai regardé des témoignages, je me dis: «Ah, ça a l'air cool», ça permet d'allier les 2 passions, fitness et «liberté» entre guillemets. Mais de mémoire, je me souviens pas avoir eu trop de préjugés ou d'a priori sur ce métier-là. C'est venu un peu comme ça et puis le truc, c'est que moi, je vois le coaching en ligne, en fait, moi, je suis créateur de contenu et coach en ligne. Je vois vraiment ça comme ça, parce que là, je suis en train de faire un switch un peu dans mon activité, c'est pour ça que je te dis ça. Mais en fait, pour moi, le coaching en ligne, c'est vraiment ultra varié, en fait. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux enregistrer des podcasts. Moi aussi, j'ai un podcast d'ailleurs. Je fais des infographies, je fais des réels, je fais plein de contenus, tu vois? Et dans un sens, on pourrait dire, c'est pas un métier, ça fait pas partie du coaching en ligne, mais en fait, si, complètement. Et moi, en tout cas, j'adore cette partie-là. J'adore peut-être autant, voire plus, la création de contenu que le métier de coach en ligne, tu vois? Ou l'accompagnement des élèves. Tu vois? C'est vraiment, c'est paradoxal, mais j'aime vraiment les 2 tâches et je trouve que faire une tâche un jour et une tâche l'autre jour me permet de garder la motivation aussi, de pas faire que, par exemple, que de l'accompagnement ou que des appels de vente ou tu vois? Essayer de varier un peu les plaisirs, on va dire. Bah, de toute façon, ça fait partie du système, hein. La création de contenu permet d'alimenter tes calls, tes rendez-vous et ainsi de suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, encore plus, forcément, dans un business online où tu n'as pas le présentiel, enfin, quand tu es dans un club de fitness, bon, bah, tu as déjà les prospects qui sont en face de toi. Donc, voilà, tu n'as peut-être pas besoin de mettre beaucoup d'énergie parce qu'ils sont directement là. Quand tu as un Mmh. business online, c'est clair que tu dois trouver des stratégies d'acquisition différentes. Tu nous as parlé d'Instagram et puis du coup, on va y aller parce que dès Day One, tu m'as dit que tu avais créé du contenu. Ce qui est Ouais. intéressant aussi, c'est que tu n'avais pas un gros background du coaching et tout, et tu t'es lancé. Moi, je m'aperçois que des coachs, et en plus, il y a certains coachs que je connais, ça fait 5, 10 ans, ils sont bons, ils ont des connaissances et tout, ils me disent, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire dans mes contenus. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire par rapport à ça? Comment se Ouais. lancer dans la création de ton contenu quand on est coach, mais quand on n'a pas d'idée? Comment on pourrait faire? C'est fou de pas avoir d'idées en réalité parce que des idées, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir Instagram. En fait, il suffit d'être un petit peu consommateur de la plateforme et très simple, tu vas sur la page Explorer, donc la petite loupe, et tu regardes ce qui arrive à tes yeux. Ou alors tu scrolles et tu regardes ce qui arrive à tes yeux. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Le premier conseil, d'ailleurs, je pourrais donner à un coach, parce que j'en vois beaucoup qui reprennent, je vois ça avec d'autres coachs, qui reprennent un compte perso pour le foot en pro. Déjà, ça, selon moi, c'est une erreur parce que, bon, pour plein de raisons, l'algorithme ne va pas trop apprécier, des vieux comptes, etc. Donc, recréer un compte déjà. Et le truc, c'est que si vous repartez de zéro, vous allez vous allez suivre certainement un peu vos concurrents. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, concurrents ou amis, enfin, voilà, ça dépend du mot qu'on peut utiliser. Les gens qui font la même chose que vous, qui ont la même niche que vous, entre guillemets, les suivre. Et moi, surtout aux États-Unis, j'ai vraiment pompé mon contenu des États-Unis, il faut le dire. Et comme tout le monde en réalité, hein, faut pas se leurrer, hein, ceux qui réussissent Non, sur les mais réseaux, faire ils ont personne, rien, ils ont je rien suis d'accord. inventé, hein. C'est assez fou d'ailleurs. Une fois que tu connais un peu les méthodes, les trucs, tu vois que en fait, tous les mecs que tu suivais dès le début font tous la même chose. C'est très rare d'avoir des créateurs de contenu qui font du contenu vraiment qui viennent que de leur imagination. Au début, quand on commence, on se dit ouais, c'est moi qui vais révolutionner le game, je vais créer mes infographies ou mes réels, c'est ma touche, etc. Vas-y, essaye et on en reparle quand tu vas avoir floppé parce que tu vas mettre tellement d'énergie à créer un truc qui finalement, les plateformes comme Instagram, il y a aussi la quantité qui joue. Malheureusement, il faut aussi poster régulièrement. Donc, si tu mets 3 heures à faire un réel, tu en postes un par mois, bah, bon courage. Même s'il est super, ton réel, personne ne va le voir. Et si personne ne le voit, tu n'aideras personne. Et du coup, c'est pas forcément la bonne idée. Donc,
Moi, ce que je fais, c'est très simple, mais souvent ce que je conseille, c'est scroller, regarder un peu ce que font les gens qui font la même chose que vous, analyser les posts qui fonctionnent, il faut regarder un peu ses stats et regarder les stats des autres concrètement. Et si tu suis une dizaine de comptes américains ou français qui font la même chose que toi, et que tu prends leur top 5 ou leur top 10 des posts, et que tu les recrées à ta sauce, je vois pas comment tu peux ne pas réussir en fait. Forcément que tu vas repartir sur des posts qui ont déjà fonctionné, donc tu vas forcément augmenter les chances de réussite, ça va te donner des idées, et voilà. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je m'adresse aujourd'hui à des débutants, hommes généralement, mais femmes aussi qui me suivent, et vu que moi-même j'étais débutant, en fait, j'avais encore toutes les questions que je me posais à l'époque. Ah, mais comment ça marche un déficit calorique? Comment il faut que je fasse pour m'entraîner? Est-ce que je dois manger ça avant l'entraînement, etc. Donc, toutes ces petites questions de base qui, pour certains coachs, vu que ça fait 10 ans qu'ils font ça, bah, ils y pensent même plus. Pour eux, c'est logique, tu vois. Des fois, même ils utilisent des termes, tu sais, ils parlent chinois des fois avec des élèves, mais des fois, c'est bien de revenir un peu en arrière, d'avoir les pieds sur terre et de se rappeler bah, comment c'était quand moi j'ai commencé. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai commencé assez tard, donc je me rappelle encore un peu. Mais toutes ces petites questions, l'idée, c'est de te les noter. C'est une de tes grandes forces, je suppose aussi, aujourd'hui, c'est que ton discours est accessible aux personnes que tu cibles. Oui. Parce que souvent, moi, ce que je vois avec les coachs, hein, c'est qu'ils font des entraînements ultra difficiles. Ils montrent leurs entraînements, alors que leur niche, c'est pas du tout des athlètes. Et je trouve que c'est une grave erreur. En fait, c'est une question, encore une fois, je pense, un peu d'ego. C'est des coachs, souvent, qui créent du contenu pour d'autres coachs. Tu vois, c'est Oui. ouais, mais moi, je connais mieux les choses, etc. Moi, je m'entraîne dur. Puis tu vois que tous les commentaires, c'est tes potes coach. Super. Mais du coup, ça apporte quoi comme plus-value aux gens qui ont vraiment besoin d'aide, tu vois. Donc, moi, c'est ça. Tu verrais mes entraînements, c'est des trucs avec élastique, je fais des jumping jacks. Est-ce que je m'entraîne comme ça tout seul? Non, honnêtement, au bout d'un moment, forcément, je m'entraîne plus comme ça. Mais les gens qui me suivent sont des gens en surpoids, sont des gens qui aiment pas trop le sport, donc j'adapte vraiment mon contenu à eux. Des trucs très simples, quitte à me faire tacler des fois par des coachs, je m'en fous. Mais L'idée, c'est ça de c'est les aider eux. important. Attends, ça c'est important ce que tu dis parce que effectivement, quand on est coach, on a l'impression qu'on crée du contenu pour les autres coachs et on se dit putain, je suis pas légitime parce que bah, s'il y a un coach machin, il va se dire que en fait c'est vraiment le B.A.B.A. de chez B.A.B.A. Ben ouais, mais en fait, mec, si ta cible client elle sait pas ce que c'est qu'un squat, il faut lui expliquer comment on fonctionne, tu vois. Enfin, et ça c'est une excellente chose que je rabâche souvent, c'est vous ne créez pas du contenu pour vos amis ou pour d'autres coachs. Oui, Mm. vous aurez peut-être des coachs qui vous pourriront parce que, mais bon, eux, vous les oubliez. C'est pas le, voilà, vous aurez sans doute des haters et je pense que peut-être que tu en as également, mais c'est pas sur ça qu'il faut se tabler. C'est qui j'ai envie d'aider et par rapport à ça, quel est le contenu qui sera pertinent et qui peut-être débloquera certaines choses dans la tête de mes prospects idéaux, quoi. C'est ça. Vraiment rester simple, tu vois. Je vois souvent des coachs qui font des explications ultra longues ou des infographies avec 15 000 trucs. Tout ça pour montrer En fait, ouais, c'est ça. Je pense que plus tu restes simple dans la création de contenu, plus tu as des résultats. Et puis de toute façon, même les gens qui sont plus avancés, alors ça dépend de votre niche, mais les gens qui sont plus avancés, ils vous poseront des questions en privé ou dans les commentaires. Après, ça fera des débats, donc c'est encore mieux. Donc, vaut mieux même des fois essayer d'être un peu contre-intuitif ou alors un peu aller à l'encontre de ce que pense la majorité des gens, juste pour créer un peu le débat et puis voir un peu comment ça résonne. Et moi, j'ai encore des gens, même en privé, des monsieur ou des madame, je sais tout, qui se ramènent avec oui, mais t'as dit ça, c'est pas bien, nanani, nanana. Ok, mais c'est pas grave en fait. Le débat fait avancer dans tous les cas. Et moi, aujourd'hui, j'ai des coachs plus avancés. Et souvent, les coachs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui sont un peu coincés des fois dans les années 2000, hein, concrètement, je vais être méchant encore une fois, mais qui pensent tout savoir sur le coaching, mais qui ont jamais réussi dans le coaching en ligne, c'est souvent eux qui vont commenter parce qu'en fait, ils ont une frustration. C'est que toi, avec tes infographies ou tes réels un peu simplistes, tu réussis, entre guillemets, et eux, parce qu'ils sont certainement plus expérimentés que toi. Et moi, je pense qu'il y a énormément de coachs qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, etc., mais qui effectivement ne savent pas parler à leur audience. Et du coup, bah, ça engendre de la frustration. Et voilà. Mais les coachs bienveillants, il y en a aussi beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de messages sympas. Je collabore avec des coachs comme moi. On crée un même type de contenu. Et au final, si tu t'entoures de coachs bienveillants, bah, ça roule. Ils vont être là pour t'aider et c'est tout, quoi. Est-ce que je dois mettre des photos? Est-ce que je dois faire des reels? Est-ce que je dois faire des infographies? Est-ce que je dois faire des lives? Voilà, comment toi tu organises? Peut-être que aussi tu as progressé sur la plateforme. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à tout ça pour ceux qui se posent des questions? Alors, quand on commence, les reels, c'est difficile parce qu'il faut se montrer. C'est comme faire des stories facecam au démarrage, c'est pas évident. Et puis, il faut apprendre à parler. Apprendre à parler devant une caméra ou un micro comme on le fait aujourd'hui, c'est pas évident. Moi, je me souviens quand j'ai commencé,
je bégayais à chaque fois, j'étais obligé de me répéter 15 fois et c'était très très compliqué de se montrer devant les autres. Donc au début, moi j'ai fait que des infographies parce que c'était à la mode, en plus c'était en 2021, c'est ce qui marchait le mieux à l'époque. Il n'y avait même pas les Reels, c'était les IGTV et c'était un peu moins mis en avant. Donc moi j'ai commencé par ça. Je fais encore des infographies. Aujourd'hui, je fais un contenu qui est de 2 infographies et un réel, ou 2 infographies et un entraînement filmé. Donc, en gros, si tu regardes sur mon compte Insta, c'est toujours la même chose. Les infographies, c'est comment je me suis fait connaître, entre guillemets, c'est facile pour moi. J'ai une base énorme d'infographies. Là, j'ai fait mon 1000e post il y a une semaine, donc j'ai pas mal de contenu en stock. De toute façon, je fais du recyclage, évidemment. Je ne me fais pas chier à faire un réel forcément ou un truc tous les jours nouveau. Mais donc, en fait, je pense qu'il faut y aller progressivement, faire avec le contenu sur lequel on est à l'aise et qu'on aime bien. Souvent, des gens disent ouais, faire que des réels, parce que les réels c'est trendy, qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, j'ai dit, mais on s'en fout. Si t'es pas à l'aise avec les réels, fais pas des réels, fais des infographies et tu verras que déjà ça pourra te donner confiance, créer une traction, montrer à l'algorithme Insta que tu es là, que tu publies régulièrement. Parce qu'en fait, publier un réel par jour, moi-même, je me suis rendu compte que c'est extrêmement compliqué. Ça demande quand même pas mal d'efforts, ou alors faire des réels un peu à l'arrache où t'en filmes 15 le matin. Et au final, ton réel, c'est pas un réel, c'est une story en fait. C'est juste que tu parles d'un truc, au final, c'est pas vraiment un réel. Parce que les réels, il y a quand même des codes à respecter, il y a un temps, il y a des phrases d'accroche, des choses comme ça. Et c'est vrai que si tu parles juste à ta caméra, salut, c'est moi, coach machin, aujourd'hui, on va parler de ça, ton réel, il va jamais marcher en fait. C'est dommage, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Et si tu regardes un peu ce que font justement les autres sur la page Explorer, tu vas te rendre compte que ce qui marche, c'est pas ça. C'est des trucs avec des punchlines, des fois des trucs un peu où les gens font des choses en même temps, changement de plan. Donc bon, quand on démarre, les réels, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis ça. Tu fais combien, toi, par semaine? T'as une structure Moi, je publie tous les jours Ouais. depuis 2 ans et demi. Et comme je te dis, 2 fois, c'est une infographie. Ensuite, je fais un réel. 2 fois une infographie. Ok. Un réel, en fait, parce que moi, je ne suis pas extrêmement fort sur les réels. Je commence à apprendre. Il y a différents formats, etc. Donc, je teste des formats, je dirais, de réel. Il n'y a pas de réel qui marche mieux que d'autres. Il faut juste tester. Faire un format qu'on aime bien. Tu vois, moi, j'ai des formats que j'aime bien où je fais des trucs un peu rigolos des fois, où j'explique en même temps, je fais d'autres trucs en même temps, où tu vois, je vais prendre des aliments, montrer, enfin, tu vois, pas juste mettre un mur blanc et parler. Oui. Selon moi, c'est un peu trop. Les gens s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose dans ton réel, donc faut leur donner un peu ce qu'ils veulent, malheureusement. Même si le message reste le même, il faut juste des fois essayer de jouer un peu avec ça. Mais voilà, en fait, j'essaie de prendre plaisir quand même avec la création de contenu parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme une perte de temps ou un investissement qui n'est pas nécessaire parce qu'ils n'ont pas de résultat tout de suite. Tu sais, ils veulent des clients tout de suite, ce qui est normal, mais ils se disent ouais, mais moi j'ai pas le temps, je vais faire autre chose, je vais faire de la pub ou quoi. Ok. Mais la création de contenu sur le moyen long terme, je trouve que c'est quand même c'est game changer. C'est vraiment ça qui te permet d'avoir des gens en continu, créer une audience, c'est quand même top. Mais voilà, pour conclure, juste faire ce qu'on aime pour tenir dans la durée, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important sur le contenu. Peu importe ce que vous faites, il y aura forcément des gens à qui ça va plaire. Donc, faut pas trop se prendre la tête à faire le truc trendy du moment. Tu vas pas obligé. Comment toi, tu t'organises? Est-ce que tu es la personne qui prépare ces 30 publications pour le mois et tout est OK, ou tu travailles sur une vision d'une semaine? Comment tu fais par rapport à ça, Ouais. la gestion des contenus? Je suis à la semaine. À la semaine? En fait, le lundi et le mardi, c'est vraiment dédié à mon coaching. Et mercredi, jeudi, vendredi, souvent, c'est création de contenu, enregistrement de podcast, enregistrement de réel, création des infographies, des choses comme ça. Donc, j'ai des jours dédiés quand même. Fin de semaine, c'est plus chill et je suis plus relax. J'aime bien faire ça. Moi, c'est un moment de détente, créer du contenu sous les infographies, j'aime bien. Donc ouais, je fais à la semaine pour rester quand même assez connecté à l'actu du moment. Des fois, enfin bon, c'est pas non plus des trucs de fou dans le fitness, mais l'idée, c'est quand même de publier à 30 jours. Je pourrais le faire, hein, je pense que c'est une question d'organisation. Mais en fait, non. En fait, pourquoi je ne fais pas à 30 jours c'est pour garder la routine de la création. Selon moi, et j'ai vu des gens le faire, c'est qu'ils vont créer énormément de contenu. Pendant 2-3 mois, ils ne vont rien branler au niveau de la création et du coup, ça va être dur de s'y remettre. Mais si tu le fais toutes les semaines, c'est comme faire du sport toutes les semaines, tu as l'habitude et du coup, tu restes dans le mood de la création. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que je le fais toutes les semaines régulièrement. Par exemple, quand j'enregistre des réels, imaginons que j'enregistre pas de réels pendant un mois, ça va être dur de m'y remettre. Faut que je remette en place mon setup, faut que je me rappelle un peu la façon de parler, des trucs. Que si je le fais toutes les semaines un petit peu, en tout cas pour moi, ça me permet vraiment de rester dans le focus dans le truc. Tu vois. Tu fais des lives, des stories. Enfin, comment tu gères cette partie, on va dire, sur la plateforme? Ouais. Alors pour la partie story, depuis toujours, hein, je pense qu'il faut faire des stories tous les jours. De toute façon, montrer un peu son quotidien. Essayer de donner des tips même en story, parce que je vois beaucoup de gens qui racontent leur vie ou qui montrent leur vie, même leur vie perso,
Alors moi, j'ai quand même fait une barrière entre. C'est pour ça que je dis créer un compte pro, c'est mieux. Parce que quand tu as tous tes potes, toute ta famille, forcément, ils vont te suivre aussi sur ton compte pro. Mais ouais, donc pour les stories, l'idée, ouais, c'est ça. C'est de montrer un petit peu, effectivement. Je pense que c'est comme pour la règle des 20-80 pour plein de choses. 80% de contenu éducatif, montrer vraiment des choses en rapport avec le fitness, et 20% un peu de perso. Parce que effectivement, les gens veulent savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, quelle est la personne derrière ce coach. Tu vois, c'est toujours ça. Si après ils veulent prendre un coaching, faut montrer un petit peu qui tu es. Mais pas trop non plus, selon moi. Après, ça dépend des gens. Faut pas tomber dans le vice de l'influenceur, je pense. Faut trouver un peu le juste milieu. Et donc, en fait, c'est ça. Moi, je montre des fois des entraînements que je fais. J'explique un petit peu des choses, pourquoi je fais ça. Ou j'en sais rien, là, vu que moi, j'ai de la chance, c'est que du coup, je voyage beaucoup. Donc, je montre un peu les coulisses, comment ça se passe les salles en Colombie, les courses ici, comment c'est, quels aliments je fais, je prends. Donc, c'est toujours en rapport. Je me garde toujours en tête en quoi ça va aider la personne qui regarde cette story, quand même. C'est pas juste je balance une story et puis ils se démerdent. Non, j'essaie quand même de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça va leur apporter. Et c'est ça l'idée, c'est de montrer un petit peu les coulisses des fois de ce que tu fais, montrer les résultats des élèves de temps en temps, ou tu vois, donc voilà, j'essaie de montrer un petit peu comment ça se passe. Et pour les lives, moi des lives Insta, ça a été un peu la marque de fabrique au démarrage. Là, j'en fais un peu moins à cause du décalage horaire, mais j'en faisais tous les dimanches à 11h. J'ai Ok. pas loupé une seule fois pendant un an, je pense. Ce qui est assez rare finalement quand tu regardes, il y a peu de gens qui font des lives sur Instagram parce qu'ils se disent ouais, il y a personne, je parle dans le vent, etc. Alors oui, au démarrage, tu parles dans le vent, mais si tu donnes rendez-vous aux gens qui te suivent au même moment dans la semaine régulièrement, bah, en fait, les gens ils vont se connecter. Moi, je me souviens, à un moment, des fois, je recevais des messages, ah, mais t'es pas là aujourd'hui à 11h, tu vois, alors que j'avais oublié de le faire. Et donc, ça veut dire que vraiment, il y avait une attente sur ça. Et moi, je faisais juste des lives questions-réponses. Posez-moi vos questions, bim. Alors forcément, au démarrage, tu as 4 pélos et tu n'as pas de questions. Donc à toi de broder un peu les questions, tu les inventes limite, ou tu parles de l'actualité, de ce que tu vas poster la semaine prochaine ou je sais pas quoi. Mais voilà, moi je fais des lives de temps en temps. Ça sert à quoi? Ça sert surtout pour les nouveaux. Souvent, j'ai remarqué l'algorithme, il le montre ton live aux nouveaux, c'est les gens qui viennent de te suivre. Il dit, tiens, il y a ce mec que je viens de suivre il y a 2 jours, il fait un live, bon, je suis curieux, je vais quand même regarder ce qu'il fait. Tu vois. Mhm. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu découvert comme ça. Ils ont découvert, parce que lors d'un live, tu es quand même beaucoup plus toi-même, entre guillemets. Moi, je dis pas mal de Authentique, dingueries. quoi. Ouais, moi, je dis des choses, je suis ultra cash. Hein. Des fois trop, d'ailleurs, des gens qui l'ont mal pris durant mes lives. Oh là là, machin, bon, bref, mais rien à foutre. Au pire, ils sont pas contents, c'est pas grave. Mais c'était un peu l'idée. C'est-à-dire que des fois, on me posait des questions tellement. En fait, le live, ça servait à quoi? Je vais plutôt la dire comme ça. Ça servait à rester connecté à ma niche. Parce que les gens, ils arrivent, ils me disent ah, est-ce que le jeûne intermittent, ça fait perdre du poids? Comment je fais? Quel exercice je fais pour perdre le gras du ventre? Des questions, tu vois, à terme, tu te dis, mais c'est complètement con, tu vois. Mais en fait, justement, justement, c'est ces questions connes qui vont te permettre ensuite de créer du contenu, de rester connecté avec ton audience. Parce Mhm. que si tu oublies un peu d'être connecté avec ton audience, finalement, tu vas te retrouver à parler de drop set, de super set, des trucs comme ça, alors que les mecs ne savent même pas faire un squat, tu vois. Donc, ce qu'on disait au début. Donc, c'est pour ça que c'est bien des fois de faire les lives, de se rappeler, voilà, les gens, ils arrivent, ils ont des questions toutes bêtes que tu as répétées des milliers de fois, c'est pas grave, tu vas répéter, répéter, répéter. Tu vas faire quelques appels à l'action dans les lives, voilà, si tu veux aller plus loin, rejoins tel ou tel groupe Facebook, mon truc, mon machin. Et ça fait une première approche assez sympa, je trouve, de faire des lives. Alors, tu peux le faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi, je faisais 1 heure. Parce qu'avec le décalage horaire, moi je le faisais à 11h en France, ça faisait 21h, un truc comme ça en Australie. Donc c'était le dimanche soir, j'avais rien à faire, donc je faisais ça. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de connecter avec son audience, tu vois, assez rapidement. Et la progression sur Insta, ça s'est fait du coup assez rapidement parce que 100 000 là en quelques années, même quelques mois, parce que ça fait pas très très longtemps. Mm. De 0 à 1000, c'est le plus dur, de 1000 à 10, et puis après, ça a été comment la progression par rapport à ça? Ouais. Mais tu sais qu'en plus, je prenais des captures d'écran sur mon téléphone. Avant, je prenais des captures d'écran à chaque fois que j'avais un stade. Tu vois, je sais pas pourquoi je faisais ça pour regarder un petit peu où j'en étais, la veille. J'étais vraiment très sur les chiffres. Et en fait, de 0 à 1000, c'est forcément le plus galère. Surtout moi qui avais 0 audience. Ce que j'ai fait, c'est que je me souviens quand j'étais dans le train à ciné, je rentrais des cours. Pendant une demi-heure, j'allais sur les comptes qui faisaient la même chose que moi. J'allais commenter, j'allais un peu follow and follow, alors, de façon un peu light, hein, faut pas non plus forcer sur ça. Mais en fait, il faut créer de l'attraction manuellement, je dirais. Sur les 1000 premiers, il faut y aller comme un bourrin. Tu ne te feras jamais connaître naturellement, c'est difficile. Sauf si tu n'as pas un coup de pouce, soit toi tu vas chercher, ou soit quelqu'un va te partager, mais c'est assez rare. Donc, faut pas hésiter à les commenter, les posts. Des fois, moi, j'ai beaucoup de coachs qui aujourd'hui commentent mes posts et je les laisse, ça me dérange pas. Ça leur permet aussi un petit peu de créer de l'attraction pour eux. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se montrer visible sur la plateforme, montrer qu'on est là, créer des discussions avec les gens. Sur les 1000 premiers, c'est obligatoire.
Après, effectivement, monter jusqu'à 5000, c'est souvent là où les gens bloquent. Je sais pas si tu me rejoindras, mais Mmh. la majorité des coachs ont 2000, 3000 abonnés, je pense, hein, sans trop me tromper. Pourquoi? C'est parce que souvent, les 2 000, 3 000 premiers, ça arrive un peu naturellement, et puis après, on bloque. Il y a des paliers. Et c'est là où, généralement, il faut rester régulier. Il y a beaucoup de paliers, effectivement. Moi, j'ai monté à 10 000 abonnés, je ne sais plus combien de temps ça a pris. J'ai commencé en mars, ça arrivait en janvier. Si, je m'en rappelle maintenant. Donc, ça a mis 9 mois, si je ne me trompe pas. Je Mmh. sais plus. Enfin, ouais, Ça a c'est mis 9 pas mois à arriver à 10 000 abonnés. Mais j'ai charbonné, c'est-à-dire j'ai posté tous les jours. En fait, ce qui est ça la différence souvent, c'est que les gens ne postent pas tous les jours, en tout cas postent pas régulièrement. Donc je pense que ça a joué. Et après, effectivement, en fait, Instagram, il y a l'algorithme qui joue beaucoup avec tes nerfs, hein, clairement. Tu as des paliers, comme tout le monde, voilà. Donc tu passes de 5000 à 10 000 assez rapidement. Ensuite, tu stagnes pendant 2-3 mois, mais il faut continuer. Ensuite, tu passes de 10 000 à 20 000 des fois en une semaine, c'est pas pourquoi, alors que tu n'as rien demandé. Tu as des trucs qui explosent. Moi, j'ai eu des stats incroyables sur certains posts avec plusieurs millions de personnes qui l'ont vu, des trucs. Alors que t'es pas mieux qu'avant, c'est juste l'algorithme qui s'est dit, bah allez, on va le pousser, lui, parce qu'il joue le jeu, parce qu'il poste régulièrement. Tu vois. Donc des fois, c'est un peu bizarre. Et donc, c'est venu assez naturellement. Et finalement, les 100 000 abonnés sont arrivés en un an et un peu moins d'un an et demi. C'était en août 2022. Et il faut savoir que depuis, on est en novembre 2023. Et donc, j'ai stagné. Je suis donc à 100 000 abonnés depuis un an et demi. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui stagnent à ce niveau-là, parce que l'algorithme est très, 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 très méchant à arriver à 100 000. Vraiment, Ah c'est oui, très d'accord. compliqué. On perd des OK. abonnés, hein. Je ne suis pas le seul, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Mais j'ai continué à publier tous les jours. Ça ne me dérange pas parce qu'en fait, je perds des abonnés, mais j'en gagne aussi beaucoup. C'est juste que la balance s'équilibre. À 100 000, tu en as beaucoup qui quittent la plateforme ou ton contenu peut-être leur correspond plus, ils se barrent, mais c'est pas grave. Parce qu'en réalité, j'ai peut-être 400, 500 nouvelles personnes par mois. J'en ai peut-être 500 ou 600 qui se barrent. Mais au final, on s'en fiche du chiffre à la fin, c'est ce qui arrive, les nouveaux, et puis comme ça permet d'avoir des prospects, si tu veux. Donc, ça a mis du temps. Là, je stagne beaucoup, donc ça pourrait être un peu décourageant. On pourrait dire, ah, ça fait chier, j'arrête. Mais au final, je me dis, voilà, on s'en fiche du chiffre. J'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent. Je me suis quand même donné les moyens. J'ai fait, je sais pas combien de lives, je sais pas combien de posts, je sais pas combien de stories. Tu vois, j'ai vraiment tout donné sur cette plateforme, hein. J'ai vraiment donné vachement d'efforts. Non, mais c'est Donc, important c'est bien que tu renforces l'idée et tous ceux qui ont des grosses audiences sur tel ou tel type de plateforme, c'est pas arrivé en claquant des doigts, quoi. Et souvent, on me dit, mais putain, on dit là, oh, pendant 30 jours, j'y étais, j'ai fait au moins 5-6 posts dans la semaine, ça n'a pas bougé. Ah ouais, mais je dis, bah, fais ça pendant un an, fais ça pendant un an et demi, 2 ans, et puis après, on en rediscute, quoi. Et c'est souvent ça, c'est que, au même titre que nos clients veulent perdre 20 kilos en 7 jours, les coachs, ils veulent avoir 100 000 abonnés en l'espace de 3 semaines, quoi, tu vois. Donc, une fois, ça prouve bien qu'il faut être résilient et il faut créer, il faut faire de la quantité pour, à un moment donné, réussir à toucher une forte audience, quoi. Il t'a fallu ouais, puis, combien d'abonnés? Enfin, je sais pas si on peut vraiment faire le parallèle, mais tu as eu ouais, combien si tu veux. d'abonnés pour commencer à, toi, te générer un bon chiffre d'affaires par rapport à ton business? Bah, autour de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, ça m'a permis déjà, voilà. Après, il faut savoir que j'ai jamais été très bon dans la conversion. Dans la conversion, c'est-à-dire, et même il y a des gens, ils ont 100 000 abonnés, ils gagnent 200 € par mois. Tu sais, ça veut rien dire. Donc, Ouais. souvent, et c'est ça, je veux casser le mythe tout de suite, j'en ai échangé avec plusieurs personnes, mais c'est parce que tu as 100 000 abonnés que les gens, ils t'envoient des messages 15 fois par jour, je veux être coaché par toi. Tu vois. Ça, c'est encore un mythe. Si tu sais pas vendre, si tu sais pas parler à ton audience, si tu poses que des trucs trendy, mais finalement que les mecs, si tu poses par exemple que des recettes, et que tu as 100 000 abonnés qu'avec des recettes, alors c'est mieux que rien, mais au final, ton audience, elle n'est pas éduquée, tu n'es pas vraiment jugé comme un expert, tu es juste un mec qui leur donne des recettes. Donc, Mmh. c'est pour ça que je juge qu'un mec, c'est pour ça que le chiffre ne veut pas dire grand-chose. Vaut mieux avoir 10 000 abonnés qualifiés, où tu donnes la bonne valeur, où tu as des mecs super fans, que 100 000, qui était un peu mon cas d'ailleurs, 100 000 avec des tout venants, beaucoup de touristes. Donc bon, c'est pas vraiment corrélé. Je pense qu'au final, même avec une petite audience, tu peux largement gagner ta vie. C'est juste que la plupart des gens pensent que c'est juste les réseaux et juste le nombre de followers qui va te faire gagner de l'argent. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Je crois vraiment pas. Est-ce Ça que tu aide, ça as donne une certaine légitimité, mais c'est tout. Est-ce que tu as développé du coup d'autres sources de revenus grâce à cette notoriété et grâce à ce compte type sponsoring, des choses comme ça, partenariat? Ouais, ok. Oui. Ouais, Oui, ouais. alors oui, mais j'ai attendu. Et encore une fois, j'ai fait un partenariat avec une marque de compléments.
quand j'ai eu mes 70 000 abonnés, je crois, donc voilà, j'aurais pu le faire avant, j'ai eu de la sollicitation un petit peu avant, parce que ça, même au bout de 2-3 000 abonnés, des mecs, ils arrivent, ouais, salut, c'est Jean-Michel de la marque Bidule, ouais, j'ai un super projet à te proposer, ok, super. Si tu pars là-dedans, déjà, tu vas te défocus de ton objectif de base, donc ça sert à rien, selon moi, et vaut mieux attendre d'avoir une audience suffisante pour commencer à travailler avec des marques, parce que déjà, tu seras mieux rémunéré, et c'est plus logique, tu vois. Donc bon, moi, j'ai attendu un moment, et en fait, pourquoi j'ai travaillé avec une marque, c'est surtout pour mes élèves, parce que je voyais qu'ils commandaient sur des marques que selon moi, n'étaient pas de très bonne qualité. Et donc, je me suis dit, autant mêler l'utile et l'agréable, donc d'avoir un partenariat avec une marque dans laquelle j'ai confiance, qui me rémunère justement, entre guillemets. Et donc, voilà. Mais en fait, c'est juste du bonus, entre guillemets. Ça représente pas grand-chose. Et à ce moment-là, on se met dans un autre cadre, c'est-à-dire le business des influenceurs, ce qui est, selon moi, quand soit tu es coach, soit tu es influenceur, mais tu n'es pas vraiment les deux. Donc, tu peux, mais bon. Donc bon, c'est une goutte d'eau, si tu veux, le partenariat, c'est cool, tu vois, ça m'aide. Mais c'est tout. Je le fais plus pour mes élèves, pour plein de raisons, mais pas que pour l'aspect financier du truc. Ça rapporte pas grand-chose. Maintenant, si on parle de l'offre online, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu proposes justement sur la partie online? Comment tu conçois ce package d'accompagnement? C'est quoi ta vision, toi? Ouais. Donc moi, je suis parti dans l'idée de faire un accompagnement. Alors, le terme premium, il est un peu bafoué maintenant, mais en gros, un vrai suivi de qualité. C'est-à-dire que moi, je fais pas dans le nombre, je fais plus dans pas un high ticket, je dirais, on est dans un ticket moyen. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai commencé à 150 € par mois, comme beaucoup au démarrage, on sous-évalue évidemment, même peut-être moins cher, d'ailleurs, 110 € je crois. 110 €, 150, 197, 250, 295, là je suis à peu près autour de ces eaux-là par mois. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 clients, j'ai besoin de courir après les clients, parce que grâce aux formations que j'ai faites, j'ai compris un truc, c'est que essayer d'avoir 100 clients, c'est quand même plus compliqué que d'en avoir 20, tu vois. Même 100 clients à 10 €, c'est une galère, tu vois, faut avoir de la masse, c'est chiant, les gens sont pas investis, t'as pas de retour de témoignage, enfin bref, dans tous les cas, ne vendez pas cher, enfin, vendre pas cher n'est jamais vraiment la solution. Bref, donc moi je me suis mis, voilà, sur ce truc-là. Je vends en faisant des appels de vente, ça me permet d'échanger avec les gens, donc en fait, je suis entre 20 et 30 personnes par mois, en suivi vraiment personnalisé, et ça me va très bien. Ça m'allait très bien, je dirais. Là, je commence à switcher un peu, je vais déléguer, je suis en train de monter une équipe justement pour déléguer, prendre plus de monde et moi me libérer des tâches faire des tâches moins opérationnelles et plus des tâches stratégiques parce que voilà, j'ai envie de changer un peu de trucs. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un super accompagnement parce que c'est là où j'ai les super retours, c'est là où je prends plaisir aussi avec mon métier, c'est-à-dire d'avoir du contact avec mes élèves. Je trouve que c'est quand même plus gratifiant que juste leur envoyer un programme et qu'ils se démerdent. Donc moi, c'est comme ça que je vois la chose. Forcément, ça a un coût et tu perds aussi une partie de ton audience qui, elle, juste qu'un coaching, ça vaut 10 € par mois. Donc forcément, tu les auras jamais, mais tant pis. Et donc, c'est ça. J'ai pas énormément de clients. J'ai pas besoin de courir avec énormément de clients non plus, de courir après les prospects parce que j'ai un énorme taux de renouvellement. Et ça, selon moi, c'est une force que j'ai dans le programme. C'est que les gens restent. Alors, à la base, je vends une offre de 3 mois, mais c'est renouvelable et en général, ils restent 6 ou 9 mois, très largement. Donc, ce qui fait qu'ils ont une lifetime value, enfin en gros une dépense avec moi sur leur vie qui est quand même assez importante, tu vois. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai des clients on a des bons résultats, ça se passe bien, on a une bonne relation et ça permet d'avoir un système assez comment on pourrait dire, sur le long terme, si tu veux, de pas avoir un truc que du one shot par exemple, ça sera un peu compliqué. Ouais. C'est quoi les outils que tu utilises, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu as peut-être une application en ligne? Est-ce que tu as un espace membre? Comment tu t'organises? C'est quoi ton écosystème? Ouais. Alors, bon, ce que j'ai appris, c'est que généralement, il faut éviter d'avoir 40 000 plateformes aussi. Généralement, on va faire le plus simple possible. Donc, j'ai quand même 2 outils. J'ai une application de coaching, Jimkey, qui est connue, que j'ai pris dès le début. Bon, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Donc, je l'utilise avec mes élèves, ça va. Et j'ai aussi System.io qui m'aide pour certains trucs, notamment la plateforme avec les vidéos de présentation du programme, l'onboarding, on va dire, et WhatsApp pour échanger avec mes élèves. C'est tout. Je pense pas qu'il y ait besoin de. Déjà, ça fait 3 plateformes, déjà, ce qui est pas mal. Plus il y en a, plus tu les perds, les gens. Souvent, tu sais, dans le coaching, on veut leur donner 20 000 bonus, accès à 40 000 vidéos, truc. On se rend compte que les gens, déjà, ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent juste, c'est avoir leur entraînement, leur recette à la limite, et puis surtout avoir quelqu'un derrière eux, tu vois, la plupart du temps. Donc, le moins t'en donnes, des fois, le mieux c'est. Des fois, c'est un peu contre-intuitif. Ouais, il faut trouver ce juste équilibre entre pas trop de. Enfin,
Ouais, surdélivré, du coup, tu les perds et c'est pas mieux. Et bon, après, s'il y a rien du tout, c'est une arnaque. Mais oui, il faut effectivement trouver le juste milieu pour. Et c'est quoi? C'est des rendez-vous. T'as des rendez-vous hebdomadaires, rendez-vous mensuels. Comment tu t'organises ou ça dépend un petit peu de ton Ouais. client? Est-ce que tu as un process particulier par rapport à ça? Ouais, ouais, il y a un process. Donc sur les premiers mois de l'accompagnement, ils ont 2 rendez-vous téléphoniques avec moi. Au démarrage, c'était toutes les semaines parce que j'avais peu de clients, j'avais du temps et parce que je trouvais que j'avais peur en fait que si je les appelle pas toutes les semaines, ah bah, ils vont pas faire et cetera. Bon, je me suis rendu compte en échangeant avec des coachs plus expérimentés qu'en final, ils ont pas besoin d'être appelés toutes les semaines. De toute façon, au bout d'un moment, tu te racontes ta vie. Donc bon, quand tu as 20 clients, tu fais ça, 20 heures par semaine, je pense que tu as pas le temps de faire autre chose, donc c'est un problème. Donc l'idée Ouais. aujourd'hui, c'est que je fais un appel tous les 15 jours avec eux sur le premier mois et ensuite j'ai mis une formule à la demande, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous quand ils ont besoin et on se rend compte qu'en fait, ils ont clairement pas souvent besoin et du coup, bah, ça avance quand même. Ça avance quand même parce que j'ai trouvé un autre système, c'est que je leur fais des vidéos, j'analyse leur bilan, j'analyse leurs séances, ça me prend 10 minutes par semaine et je leur fais un retour vidéo, en fait, de ça. Donc plutôt que de prendre une demi-heure à échanger, à perdre du temps sur des fois des trucs un peu, voilà, qui seraient pas très efficaces, bah, je leur fais une vidéo, je leur explique les choses et c'est largement suffisant en fait pour les accompagner. Et quand ils ont besoin de faire un appel parce qu'ils perdent de motivation ou quoi, bah, à ce moment-là, ils prennent l'appel et voilà. Après, on fait aussi des coachings de groupe de temps en temps. C'est clairement ce qu'il faut à terme, je pense, développer. Essayer de garder la relation, mais peut-être être un peu moins en one-one, qui demande beaucoup de temps finalement. Ou alors, il faut augmenter ses prix, c'est toujours pareil. Mais donc voilà, j'ai un peu mêlé des différents trucs, coaching de groupe, appel de temps en temps, retour via Loom, hein, potentiellement pour faire des vidéos. Donc Ouais, voilà, en ouais. tout cas, garder des points de contact. J'ai au moins 2 points de contact par semaine avec mes élèves, soit un message WhatsApp, soit un Loom, soit un appel, pour m'assurer qu'ils aient un vrai suivi quand même. Tu vois? Pas me foutre de leur Et, gueule à envoyer un vieux mail de temps en temps, quoi. et eux, ils filment leur entraînement fait à la maison ou dans le club de fitness où ils sont par rapport à ce que tu leur as prévu ou comment tu t'assures effectivement qu'ils fassent bien leur devoir entre guillemets? Bah, sur Gymkey, forcément, je le vois parce qu'ils sont censés valider leur séance, donc il y a le temps aussi de la séance, donc si jamais ils voulaient me carotte, ça se verrait. Mm. Donc je vois ça. Après, ils ont aussi l'opportunité effectivement de se filmer. C'est ce que je leur demande moi, quand ils débutent, notamment sur certains exercices un peu compliqués. Je leur demande: «Envoie-moi ta vidéo d'exécution, on analyse ensemble», tu vois? Donc j'ai des élèves qui le font, c'est top. La majorité ne le font pas malheureusement, de par, je sais pas, ils ont honte ou ils ont peur, je sais pas. Donc bon, moi en tout cas, je les accompagne sur ça, pour ceux qui le veulent. Donc à la maison, à la salle, ils se filment et puis je leur fais un retour en même temps que le bilan. Et puis en fait, c'est à peu près tout parce qu'avec l'analyse, moi sur Gymkey, j'ai mis en place un système où en gros, les séances, elles évoluent en fonction de leur retour, en fonction de leurs commentaires. Donc sur chaque exercice, quasiment, ils ont un petit système que j'ai mis en place qui leur permet de me dire c'est trop compliqué ou trop facile. Mhm. Donc en fait, en fonction de leur retour, ensuite je fais évoluer leurs séances. Tu vois, les séances, elles sont pas fixes. Genre, vraiment, j'ai une base et ensuite je fais évoluer les séances au fur et à mesure. Ça me demande du temps, mais au moins j'essaie vraiment de les inclure dans le process, leur dire: «Voilà, bah, la semaine dernière, tu as fait ça avec cette charge. Bah, cette semaine, on va tenter de mettre plus lourd, réduire le nombre de répétitions», enfin bref, sans rentrer trop dans le détail, mais j'essaie vraiment de les inclure dans le process pour à terme, qu'ils comprennent comment ça marche, pas simplement suivre le plan bêtement. C'est comme avec un plan alimentaire. Selon moi, c'est bien au démarrage, mais le mec ou la fille, au bout d'un certain temps, il dit: «Ouais, mais du coup, mais je comprends pas parce qu'après, je suis tes recettes et je perds pas de poids». Oui, mais en fait, tu as pas compris le principe, de total calorique, de machin. Donc, c'est vraiment de les inclure dans le process, si tu veux, de pas les prendre pour des cons non plus, en leur disant: «Voilà, je t'explique la», parce que souvent, c'est ça. Ils veulent aussi comprendre les choses et j'aime bien leur expliquer comment ça marche, tu vois? Donc c'est un peu ça. Mhm. Oui, c'est aussi le principe d'avoir un coach. C'est vrai que simplement délivrer pour délivrer, mais c'est vrai que si on a des gens qui s'intéressent au truc, c'est quand même aussi pas plus Ouais. mal. Excellent. Comment tu fais pour essayer justement, tu nous as parlé de lifetime value, comment tu fais pour essayer qu'elle soit la plus longue possible? Est-ce que tu débloques des bonus? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu fais, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as réuni peut-être tes clients, je sais pas s'ils sont tous en France, mais tu n'as jamais fait d'événements physiques pour regrouper tous tes clients, des choses comme ça? Alors non, je les ai vus plusieurs fois des clients. Alors quand j'étais à Paris ou quand j'étais au Portugal, j'en ai vu ou dans certaines destinations, parce que aussi j'ai des clients qui voyagent, donc par hasard on Ok. s'est croisés, enfin croisés entre guillemets. Donc ça m'arrive. J'ai pas fait encore d'événements en présentiel, j'aimerais bien en faire un jour, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment éparpillés partout, donc c'est un peu chaud. Mais en fait, pourquoi les gens restent, c'est pour, alors ils me le disent, c'est pour le suivi. C'est pas parce que je suis le meilleur coach en termes de programmation ou en termes de résultats. Alors, ils ont des résultats, même il y a des gens, ils n'ont pas de résultats, ils restent avec moi pour te dire. Euh, mais c'est simplement que bah, je suis présent, tu vois, les vidéos,
je leur envoie des messages régulièrement. Je suis quand même, tu vois, la relation humaine est quand même importante pour moi avec mes élèves. C'est pour ça d'ailleurs que je vends entre guillemets par appel téléphonique avant, c'est que je m'assure que le profil il corresponde. Tu vois, c'est des mecs qui, tu vois, me connaissent depuis un moment, ils ont écouté mes podcasts, ils me suivent depuis quelques mois ou années. C'est pas des mecs lambda qui arrivent. Donc, on est souvent raccordés sur plusieurs trucs. Ils aiment mon franc-parler, ils aiment le fait que je les relance régulièrement. Donc, en fait, ce qui les fait rester, c'est même pas ouais, c'est ça, c'est vraiment la relation humaine que je mets avec eux. Et le truc, c'est que je suis pas idiot non plus. C'est que au bout de 3 mois, même avant la fin des 3 mois, je leur dis voilà, ton objectif il est là. De toute façon, on ne l'atteindra pas en 3 mois, donc on va certainement devoir continuer. Je leur explique que sur la deuxième phase, on va mettre ça en place. J'essaie un peu de Tu les projettes, quoi. je les projette vachement et finalement, toi, j'ai des gens, au début, ils ont commencé à la maison. Ensuite, la deuxième saison, j'appelle ça, ils vont faire en salle de sport. Donc, du coup, ils arrivent en salle de sport. Ils disent, merde, mais comment je fais? J'ai besoin de Clément encore une fois. Bon, d'accord, je vais t'accompagner. Ou alors, un mec à la maison va faire quelques élastiques. Ensuite, je vais lui dire, écoute, si tu veux progresser, investis sur des haltères. Hop, il a besoin d'un accompagnement. Ensuite, on va mettre des tractions. Ah, merde, comment on fait des tractions? T'inquiète, je suis là pour t'aider. C'est un peu un jeu où, tu vois, j'essaie de les faire progresser et je me rends un peu indispensable aussi, tu vois. Je suis pas non plus, tu vois. Donc, et en fait, c'est rare qu'ils me disent ouais, je suis complètement autonome, je sais exactement m'entraîner. Donc, je leur donne suffisamment d'infos, mais je leur donne pas tout non plus. Parce que si je leur donne tout, déjà, ils seront jamais coachs comme nous, ils auront toujours des doutes. Et vraiment, souvent, j'essaie de leur faire comprendre que les habitudes, c'est fragile et que au bout de 3 mois, tu peux partir et essayer de ton côté. Mais souvent, et c'est la réalité, quand je relance des élèves qui arrêtent au bout de 3 mois, je leur demande comment ça va. Ils sont revenus au point de départ. Hein. Voilà. Et ce matin, tu vois, j'ai refait un check-up des anciens élèves et je suis sûr que je reçois plein de messages. Ah, c'est dur de tenir, machin. Écoute, oui, reprends un coach. Souvent, ce que je dis, c'est que les gens ont honte d'avoir un coach. Parfois, ils se disent ouais, mais moi, je pourrais faire en autonomie ou je vais pas prendre un coach toute ma vie. Je sais pas si tu as entendu cette phrase. Et moi, je leur dis pourquoi pas en fait. Pourquoi tu prendrais pas un coach toute ta vie si tu as les moyens et si ça te permet de progresser? C'est pas une honte en fait de se faire aider. Moi, ce que je leur dis, dans le coaching en ligne, je suis accompagné depuis 2 ans et demi. Ça me permet d'avancer plus vite et ça me permet surtout de rien lâcher. Donc, bon, c'est un peu. Tous les sportifs de haut niveau, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire tous les jours, mais ils sont quand même accompagnés. Ils ont plus qu'un coach pour les aider à mieux performer, ou même les entrepreneurs, ou même tout le monde. Donc, c'est clair que c'est souvent encore mal perçu quand on est en France. Mais bon, là, ça change. Ça commence à changer tout ça. Oui. Oui. Au niveau vente, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as un framework spécifique? Donc moi je fais les appels de vente, on a une trame, etc. Donc tout un process qui a été mis en place aussi avec une VSL, donc une vidéo de vente avant pour déboucher entre guillemets vers l'appel bilan, on appelle ça. Donc stratégie qui est utilisée et réutilisée par beaucoup de coachs, donc rien de nouveau. Mais ouais, en gros l'idée c'est d'avoir un maximum de rendez-vous qualifiés évidemment. Je passe une demi-heure, 3/4 d'heure avec les gens, je suis beaucoup dans l'écoute. Ensuite, voilà, j'essaie vraiment d'améliorer mon speech de vente, on va dire, même si voilà, généralement ils savent déjà s'ils vont venir ou pas. Mais c'est un peu l'idée. Et puis ouais, en fait, c'est pas très. Enfin, il y a rien de. Je fais rien de plus que la plupart des gens, simplement. C'est tes posts qui te permettent de call to action sur des rendez-vous. Tu as des lead magnets qui permettent de rebondir. C'est comment tu fais toi? Ouais, à la base, c'est la stratégie du lead magnet, c'est-à-dire que j'ai un challenge en automatique, si tu veux, avec de la pub aussi. Mais en gros, je fais souvent des appels à l'action, soit sur des posts, soit sur des réels, où je leur dis rejoignez mon challenge de 7 jours offert nutrition machin. Ils rentrent, ils ont une campagne mail, etc. Maintenant, est-ce que c'est ça qui me fait ramener le plus de monde? Non. Parce que souvent on dit ouais, il faut un lead magnet, il faut un tunnel de vente. Honnêtement, ça c'est pas ça qui fera la différence, je pense, entre un coach qui marche et un coach qui marche pas. Je crois pas. C'est plus la façon dont tu vas délivrer le contenu. Et puis, là, en ce moment, je suis dans une stratégie où on va essayer de créer beaucoup de discussions. Je fais beaucoup d'appels à l'action sur certains posts. Là, j'ai des posts, genre 200 commentaires en réponse à un appel à l'action que j'avais fait. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de créer des discussions sur Insta. Si tu discutes pas avec les gens, tu n'auras pas de clients, tu vois. Donc, moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'à un moment, je me suis reposé sur mes lauriers. Les gens venaient en automatique vers moi. Tu vois, à force de créer du contenu et tout ça, à force d'éduquer les gens aussi sur le podcast, les gens venaient un peu naturellement vers moi. J'avais 3-4 rendez-vous par semaine sans rien faire. Entre guillemets, parce que je crée du contenu, mais sans faire d'appel à l'action spécifique. Là, on va passer à vitesse supérieure et du coup, je vais créer plus de discussions. Là, j'ai recruté un setter, un closer, etc. Donc, on va vraiment mettre en place toute une petite équipe pour doubler le CA assez rapidement. Et j'ai un coach aussi, du coup, pour m'épauler. Donc, ça, c'est cool. Donc, l'idée, ça va être ça. Là, c'est vraiment de développer les discussions.
surfer en fait et rentabiliser un peu l'audience que j'ai créée, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui me suivent, il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide et j'arrive pas à les aider correctement. Et bah là, on va essayer en discutant avec eux, en leur proposant des contenus gratuits régulièrement, qu'ils aient un peu plus confiance aussi potentiellement dans l'accompagnement, et ensuite derrière leur vendre par téléphone, tout ça quoi. C'est un peu l'idée. Donc aujourd'hui, au niveau de ton système d'acquisition, c'est Insta et le podcast. Et Oui. pourquoi le podcast et ça fait combien de temps? Podcast, j'ai lancé en janvier 2022. Donc ça fait, j'ai fait 84 ou 85 épisodes. Donc tu vois, c'est un truc pareil comme Insta. Une fois que je m'y mets, soit je m'y mets à fond, soit je le fais pas. Parce que j'ai vu encore l'année dernière plein de coachs que je connais lancer un podcast, ils sont rendus à 2 épisodes. Donc ça, c'est quand même problématique. Toi, je sais que tu en as fait, à mon avis, beaucoup plus que moi encore. Mais voilà. Pourquoi le podcast? Parce que c'est un format que j'aimais. C'est ce qui m'a, moi, aidé, et comme je disais au démarrage, à me former, etc., à me changer un peu mon mindset. Donc moi, c'est un format que j'aime bien. C'est un format qui prend pas beaucoup de temps. Tu as vu, on peut discuter, faire des interviews, il y a peu de montage. Tu vois, les vidéos YouTube, c'est un gros investissement, donc ça me faisait un peu chier. Et le podcast, en fait, ça m'a permis d'avoir des clients, en fait, pas directement, parce que en fait, c'est des gens d'Instagram qui ont écouté mon podcast et pas des gens du podcast qui sont venus après sur Instagram, parce que bon, l'algorithme est différent. Mais ça me permet de montrer exactement qui je suis, donner beaucoup plus de valeur dans le podcast, comme toi tu fais, j'imagine, que sur Instagram. Parce que Instagram, tu es assez limité de toute façon en temps, etc. C'est des petites infographies ou des petits trucs, c'est assez limité. Mais le podcast, je trouve qu'une personne qui t'écoute 45 minutes toutes les semaines, bah, t'augmente quand même les chances qu'à terme, elle soit cliente, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai combien d'élèves qui sont venus de mon podcast? Il y en a beaucoup. Et c'est du contenu, tu vois, quand des gens qui commencent à me découvrir un peu, bah, je leur dis, vas-y, écoute ce podcast-là, parce que j'ai parlé de cette problématique-là. Ils l'écoutent, au bout de 45 minutes, bah, ils savent déjà, est-ce que ce mec-là, il est pour moi ou pas, tu vois. Ils vont vite comprendre, est-ce que je colle ou pas avec eux, tu vois. Donc, ça permet de trancher aussi, ça permet de montrer ta personnalité. Moi, ça m'a permis d'être plus éloquent, entre guillemets. Ensuite, quand je fais des réels, bah, j'arrive à mieux parler parce que bah, j'arrive à faire des podcasts. Tu vois, je fais que de parler, j'enchaîne un peu. Mais parce que j'ai l'habitude de faire des podcasts tout seul, des fois pendant 45 minutes. Donc, ça t'apprend à mieux C'est des parler. extensions, du coup, tes épisodes, c'est des extensions de tes posts ou comment tu vois, t'as aussi tu te dis tous les lundis, je sors mon épisode, tu gardes toujours Bah, cette même chose. au début, je l'ai fait un peu pour moi, et je l'ai fait parce que j'étais en Australie, donc je racontais mon expérience, comment je suis passé de employé à Auchan à coach sportif. Je racontais un peu mes expériences sur les 5-6 premiers épisodes. Comme tout le monde, en général, tu as envie de parler de toi. Et au fur et à mesure, j'ai parlé vraiment des problématiques de mes clients. Comment créer ton programme sportif? Comment je fais quand je vais manger et que je suis en voyage? Comment je fais mes courses, ma liste de courses, machin. Après, j'ai commencé à avoir des interviews parce que forcément, comme toi, tu imagines bien, au bout de 80, 100 épisodes, bah, tu tournes un peu en rond sur les problématiques. Tu vois, c'est un peu difficile. Donc, j'ai eu des invités, ça m'a permis d'échanger. J'ai eu d'autres coachs. Là, dernièrement, j'ai eu un diététicien, un kiné. Tu vois, ça me permet aussi, avec mes élèves, de les éduquer, entre guillemets. Donc, là, des fois, je suis un peu en perte de, comment dire, je sais plus des fois quel épisode je pourrais faire, etc. Mais en fait, c'est une boucle. Tu peux reprendre même des anciens thèmes, peut-être ta vision a changé. Donc, bon, il y a toujours des choses à dire en réalité. Et des fois, j'écoute même des podcasts d'autres coachs ou des anglophones, etc. Et puis, je me dis, ah tiens, ça, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé, ou je l'aborderai sur un autre angle. Donc, voilà. Moi, c'est un moment que j'aime bien, tu vois. J'aime bien discuter devant mon micro, j'aime bien voir les retours des gens. Même si l'audience, tu vois, elle monte petit à petit. Je pense que c'est pareil pour toi. Un podcast, c'est difficile de le faire connaître. Mais il suffit que tu aies plusieurs centaines d'écoutes sur chaque épisode, bah déjà, c'est top déjà. En fait, c'est beaucoup plus qualitatif, je pense, que d'avoir 300 likes sur un post où au final tout le monde s'en branle. Tu vois. Donc, le podcast, ça permet vraiment d'avoir une bonne relation, je trouve, avec les gens. Alors, c'est une relation unilatérale, mais quand tu as des retours, c'est encore mieux. Mais en tout cas, ouais, moi, j'aime bien. Ouais, c'est top, hein. Félicitations en tout cas. Je pense que ceux qui écoutent aussi, j'espère que vous prenez des notes, c'est vachement inspirant. Pourquoi tu as envie de scaler? Pourquoi tu as envie d'accélérer justement ton business? Pour éviter de tourner en rond, pour éviter de perdre la motivation. Parce que là, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'argent pour vivre avec mon style de vie. Tu vois, j'ai quand même fait les calculs. Voilà, je bouge, voilà, combien mon argent j'ai besoin. Toi, je me verse mon salaire, etc. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu es à ce point-là, bah, tu peux vite stagner. Tu perds un peu en motivation, tu perds un peu l'objectif. Tu vois, au début, il faut quand même un drive. Donc, le fait de monter une équipe, déjà, c'est une partie management qui peut être sympa. Tu vois, de partager un petit peu aussi des choses. Tu vois, alors bon, là, je vais recruter en plus dans mon closing et le setting, c'est un ancien élève à moi qui était à un moment au chômage, etc. Il a commencé le programme avec moi, il était au chômage. Donc déjà, ça montrait un peu la force de caractère du mec. Et du coup, je suis content de l'aider aussi sur ça. Tu vois, ça va nous permettre de, alors, je dis pas faire vivre un mec, parce que voilà, mais ça va lui permettre d'avoir du complément de revenus, d'apprendre une nouvelle tâche,
Tu vois, ce côté management est pas mal, je trouve. Même le coach que je vais recruter, ça va me permettre de l'aider aussi pour lui, pour son activité derrière, peut-être. Donc, c'est plus du partage. Je vois ça aussi comme ça. Parce qu'en réalité, doubler le CA, oui, ça ne changera pas mon quotidien. Je pense pas que ça changera grand-chose. C'est juste une question de motivation, de continuer à avancer, de garder la flamme, si tu veux. Pas trop se reposer sur ça. Excellent. Et là, tu es au Colombie. C'est quoi ton rythme? Ça dépend de tes envies. Tu te dis, tiens, bah, demain, je vais aller au Canada, ou comment tu fais pour gérer ta vie? Moi, je suis très cadré, entre guillemets. Alors, sur mes heures de travail, parce que le truc, c'est quand tu bouges beaucoup, même de logement, tu sais, ça m'arrivait des fois de changer toutes les semaines de logement pendant plusieurs mois. Donc, c'est pas évident. Il faut quand même avoir une bonne organisation. Je connais beaucoup de coachs qui n'arrivent pas à être organisés quand ils bougent très souvent. Bon. Moi, j'ai de la chance, peut-être par mon parcours. Le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Le mercredi, je fais ça. C'est encore un peu des trucs de salarié, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai mes horaires. Je me lève à 8 heures. Je travaille de 9 à 14, on va dire. L'après-midi, je m'entraîne et après, je retravaille un peu le soir si j'ai envie. Bref. Mais en gros, partout dans le monde, mes horaires sont à peu près les mêmes. Même le décalage horaire, je m'en fous. J'essaie d'adapter mes horaires avec les rendez-vous de mes clients s'adaptent plus à moi que je m'adapte à eux, pour te dire. Mais donc voilà. Après, au niveau des pays, etc., j'ai quand même bougé là sur l'année dernière. Enfin, sur les 12 derniers mois, j'ai fait pas mal de pays. Ce qui était mon objectif quand je me suis lancé. Tu vois, je voulais visiter le monde, etc. Bon, c'est bien, c'est cool, mais tu peux pas tout faire. Souvent, les gens pensent que quand tu es nomade, tu visites tout le temps, tu es comme en vacances. Non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Tu es obligé d'avoir des routines, tu es obligé quand même de retrouver des repères, parce que sinon, tu peux vite te perdre. Donc, moi, je travaille quand même du lundi au vendredi, sérieusement, et le week-end, je fais comme tout le monde, je vais me promener, je fais des trucs. Donc, voilà. Et après, au niveau des destinations, ça dépend vraiment des opportunités, de ce que je connais des gens qui sont là-bas. Là, je suis venu en Colombie parce que je connaissais des gens, et de mes envies et puis du temps. J'aime rester là où il fait beau, il fait chaud. Bon, ça n'a pas été trop le cas, il faisait très pluvieux ici le dernier mois, mais en tout cas, il faisait bon. Et c'est comme ça que je voyage. Je voyage sans manteau. Donc déjà, j'ai un tout petit sac. Je suis très minimaliste. J'ai fait des épisodes de podcast sur ça. Mais mis à part mon gros micro que j'ai là, d'habitude, j'ai rien. Mais donc Tu l'idée, c'est connais toujours. pas Jean Rivière, ça te parle ou pas? Un ancien qui faisait J'ai entendu parler, mais je suis pas personnellement. D'accord, ok. Mais il devait faire ça aussi, non? Voyager pas mal, je pense. Ouais, c'est enfin, je sais pas si c'est un des premiers, mais il en a parlé beaucoup sur sa vie de digital nomade, et il expliquait, voilà, les sacs qu'il fallait utiliser pour avoir forcément le moins de Mm. valises possible pour être voilà, pour pouvoir être encombré, quoi. J'ai regardé beaucoup de vidéos de mecs comme ça, même Antoine BM, ou Oui. j'en sais rien d'autre. Tu vois, c'était un peu les précurseurs du nomadisme. Tu vois, il faisait Ouais, ça, le mec qui avait 20 piges, il se barrait avec son petit sac et tout ça. Bah, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de ça, et c'est ça qui m'a inspiré à voyager, hein. En fait, Mm. souvent, je regarde des vidéos de ces mecs-là et je vois, ils sont dans une destination. Oh, bah tiens, j'ai envie d'y aller, tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Genre, je suis allé en Afrique du Sud en début d'année parce que j'avais vu un influenceur anglais qui était là-bas et je me dis, tiens, ça pourrait être une bonne idée. Ou, je sais pas, je suis allé. J'étais en Bulgarie d'ailleurs le mois dernier. Tu vois, destination improbable, c'est simplement parce que j'avais vu des vidéos là-bas. Il y a Antoine BM qui était allé, mais ça, je l'ai vu après. Ou d'autres, tu vois, des destinations. Tu vois, j'ai appris à voyager. Tu vois, je regarde le coût de la vie, je regarde est-ce que c'est safe, je regarde est-ce que il y a telle ou telle Alors, chose est-ce à que tu faire. as été à Dubaï? Parce que tout le monde va à Dubaï. Non, non, je ne suis pas allé à Dubaï. Je suis allé à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, j'ai eu de la chance, c'est que j'étais à la Coupe du Monde. J'ai eu la chance Ah, de faire ok. la finale de la Coupe du Monde l'année dernière à Doha. Et j'ai été à Abu Dhabi aussi un moment. Je ne suis pas allé à Dubaï. Dubaï, j'irai certainement pour tester parce que je connais beaucoup de coachs qui sont allés. Mais j'irai pas pour flamber ou quoi. J'irai plus pour tester le mindset parce que j'ai l'impression que souvent là-bas, les gens sont quand même une en boule de motivation de voir des gens réussir. Tu vois. Mhm. Ça serait plus dans cette optique-là. Mais en tant que tel, le mode de vie à Dubaï ne me plaît pas personnellement parce que j'aime la nature. Tu vois, là, tu verrais la vue que j'ai devant moi, c'est incroyable. Genre, c'est la jungle et tout ça. Je suis à Medellín et c'est trop bien. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est me balader. Tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais aller en Asie au mois de janvier. C'est la nature. Bon, il y a la pollution aussi, mais voilà, j'aime, je sais pas, Dubaï, j'ai pas d'a priori plus que ça. Je vais tester. Comme beaucoup de destinations, d'ailleurs, je pense qu'il faut tester avant de dire j'aime ou j'aime pas. C'est toujours Exactement. ce que je me Ouais, dis. tout à fait. Tu vois, la Colombie, c'était pas l'Amérique du Sud, ça n'a jamais été un truc, ou l'Amérique latine, un truc qui m'intéressait spécialement. C'était dans ma liste, mais pas dans ma liste tout de suite. J'ai eu une opportunité, du coup, je suis content d'y être allé. Maintenant, je connais. Bon, bah voilà, j'aime pas, mais en tout cas, voilà, je connais un petit peu. Tu vois, moi, je vois ça comme ça. Je vole, je sais pas comment dire ça, au gré du vent, tu vois, en Ouais. fonction des opportunités de vol aussi. Tu vois, là, je regarde pour l'Asie au mois de janvier. Bah, en fait, au lieu de regarder une destination, je regarde les prix des vols, je regarde un peu les gens qui sont là-bas, tu vois.
c'est cool, tu vois. Je n'ai pas d'obligation d'être là à tel moment. En fait, je fais un peu ce que je veux. Donc c'est ça que j'aime bien. Tu vois. Ta vision du coaching online là, dans les années à venir, comment tu vois la chose, comment tu vois notre job? Je pense que ça va se développer encore beaucoup. En tout cas, je l'espère, surtout en France, où effectivement, quand tu vas aux États-Unis ou moi quand j'étais en Australie ou dans tous les pays anglo-saxons, je pense que c'est encore beaucoup plus développé. Mais les gens commencent à nous faire confiance, commencent à voir que ça existe, commencent aussi à, ça c'est rare, mais ils commencent à voir un peu la valeur que ça a. Ils ont compris que c'était pas forcément que des vendeurs d'e-book à 50 €. Donc voilà, éduquer les gens sur la valeur qu'on peut leur apporter, ça c'est cool. Mais non, je pense que ça va se développer. Les réseaux sont là pour ça. Il y a tellement de coachs qui veulent se lancer en ligne, c'est un truc de fou. Enfin, toi, tu sais bien, t'es bien placé pour le savoir, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup de gens après le Covid qui voulaient plus forcément s'entraîner en salle, qui voulaient juste rester à la maison, qui ont peu de temps, etc. Donc je pense que ça va encore se développer. Et les gens ont encore besoin de contact humain, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Beaucoup de gens, ils se disent, ouais, ils ont juste besoin d'une app et ils vont faire Smart Fit, je sais pas quoi, enfin bref, des trucs de coaching là, ou Sissimua, et hop, c'est bon, on va voir les résultats. Non, je pense qu'ils ont vraiment besoin encore de coach personnel, entre guillemets, en ligne. Et je pense qu'on a vraiment de la place, et tout le monde a sa place dans ce business-là, entre guillemets, en apportant sa touche, sa personnalité, etc. Ne pas faire forcément comme tout le monde. Et tu auras forcément des gens qui vont être attirés par ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de coacher. Donc, ouais, moi, je suis plutôt optimiste pour plein de raisons, mais je suis optimiste par le développement des réseaux, des outils, aussi par le fait que les coachs vont être de plus en plus formés aussi au coaching en ligne, je pense, enfin, j'espère. Et du coup, on va être meilleurs aussi, parce que des fois, tu as des mauvaises expériences. Je connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec des coachs en ligne parce que ils savaient pas faire, et c'est pas grave. Mais donc voilà, j'ai confiance. Je connais beaucoup de coachs qui sont investis de cette mission de bien faire les choses, et je pense que oui, ça va le faire. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager? Tu m'as dit que tu écoutais les podcasts. Est-ce que tu as un livre aussi, ou si tu as des livres que tu pourrais recommander? Ouais. Bon, des livres, à mon avis, on te les a déjà recommandés, mais c'est vrai que y a plusieurs livres que j'ai bien aimés, notamment les trucs Atomic Habits, etc. Sur les habitudes, ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Mais surtout, ce qui peut aider, c'est les contenus d'Alex Hormozy, forcément, que tu dois connaître, qui est un peu le gourou du coaching en ligne. Mais ouais, il y a des bouquins super intéressants sur la création de son offre irrésistible, etc. Donc des choses un peu plus poussées, mais que j'ai bien aimé. Mais au-delà de ça, du côté mindset, je trouve qu'écouter des podcasts, vraiment, moi, ça m'a aidé. Et actuellement, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment d'Alex Viseo. C'est pas un coach en ligne, tu sais, mais c'était le premier influenceur voyage, comme il dit. Et j'aime bien, d'ailleurs, il était à Medellin. C'est marrant parce que j'ai rencontré des gens qui le connaissaient. J'ai loupé parce qu'il est parti au Mexique. Mais voilà, j'aime bien parce qu'il a une vision du business qui est simple. Il veut créer du contenu, il veut pas se prendre la tête, il veut pas monter une équipe de 20 000 personnes, tu vois. Il a des ambitions saines. Et tu vois, moi, j'aime bien ce genre de personnes-là. J'ai pas une ambition démesurée à faire des millions, tu vois. Il y en a qui sont, selon moi, un peu perchés sur la réalité du truc. Et moi, je vis ma vie et mes journées en étant, voilà, je veux kiffer ma journée. Et le fait d'écouter Alex Viseo, notamment, c'est un mec qui est positif, qui donne envie, et qui parle de ses difficultés, tu vois, c'est pas tout rose, etc. Et ça, j'aime bien, tu vois, ça permet d'avoir les pieds sur terre. Donc, ouais, ça, c'est un podcast que j'aime bien. Après, moi, voilà, j'écoute Lohan Boucher parce que c'est le formateur, donc j'ai pas encore prononcé le nom, mais que je suis depuis longtemps et qui m'a aidé forcément. J'écoute ses podcasts, il fait des interviews. Donc voilà, c'est aussi la personne que je suis et qui m'a beaucoup aidé à me former. Donc voilà, c'est deux types de personnes, un plus sur le business, un plus sur le bien-être et la motivation. Et ces deux combos-là font que ça roule. Eh ben top. Merci en tout cas, Clément. C'était super, super inspirant. Dernier petit message pour la communauté. Ne rien lâcher, évidemment. Comprendre que ça met du temps. Moi, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. Ça fait pas longtemps, finalement. Ça fait que 2 ans et demi que je suis dedans. Donc, en fait, ça fait vraiment pas longtemps. Mais j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis dans le truc. Mais ouais, vraiment, ne vraiment rien lâcher, parce que souvent, je vois beaucoup de gens qui se découragent au moindre petit truc, tu vois. Oh, j'ai perdu un client, ou j'ai pas d'abonnés ou machin. Et vraiment, je pense que c'est sur la longueur que vous ferez la différence. Vous allez vous améliorer dans la création de contenu, notamment. Plus vous créez, plus vous allez être meilleur. Et donc, il faut vraiment pas se décourager. Et sachez qu'on a tous, enfin en tout cas une grande partie, un petit peu galéré au démarrage, mais ça fait partie du process. Et quand vous allez, pour ceux en tout cas qui sont dans ce process-là, réussir à en vivre correctement, ça va être tellement gratifiant
de l'avoir mérité, si tu veux, de pas juste ça arrivait du jour au lendemain parce que j'ai fait un réel trendy ou je sais pas quoi, parce que non, ils pensent que c'est ça, hein. Tu fais un réel, genre 100 000 abonnés d'un coup, ok, super, mais ça c'est que le début en fait. Donc bon, voilà, continuer à kiffer ce que l'on fait, que ce soit de la création de contenu ou autre chose, vraiment je trouve que c'est important. Se lever chaque matin et de se dire voilà, je vais passer une bonne journée, même si des fois c'est plus compliqué, mais voilà, je vois ça comme ça, être positif en tout cas, et y croire. Top. Bon, super message de fin. Merci Clément, merci tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire, ça permet aussi un petit peu à l'algorithme de pousser l'épisode et le podcast. Merci, et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.